Eh bien, merci Christophe et bienvenue à toutes et à tous, hein. Merci de nous avoir rejoints pour ce débat ce soir qui est organisé dans le cadre de la Semaine du cerveau 2021. Alors, avant de vous présenter nos invités du jour, je voulais vous donner un petit peu quand même des informations générales sur ce qu'est cette Semaine du cerveau, ce que qu'elle représente. Il faut savoir que c'est un ensemble de manifestations scientifiques qui a pour but de sensibiliser le public, hein, à l'importance de la recherche sur le cerveau, c'est-à-dire un domaine qu'on qualifie de domaine des neurosciences. Cette manifestation elle a une dimension à la fois nationale et internationale également. Il faut savoir qu'effectivement, elle est organisée dans une centaine de pays et dans plus de 120 villes en France simultanément. Donc, c'est quand même quelque chose de dimension avec une ambition certaine. Et c'est très suivi, en effet. Donc là, on a la preuve ici avec toujours plus d'une centaine de participants à chaque événement. Et c'est l'occasion, bon, comme l'a dit Christophe tout à l'heure, pour de nombreux chercheurs, des médecins, mais également des étudiants, tous bénévoles, de venir rencontrer le public, de partager avec lui aussi les avancées obtenues dans les différents laboratoires de recherche, notamment en neurosciences, et d'en présenter les enjeux à la fois pour la connaissance du cerveau, mais aussi les implications que cela peut avoir ou a sur, pour notre société, tout simplement. Donc, c'est aussi dans un désir de transmission, hein, de pédagogie et de vulgarisation scientifique que ces événements sont organisés. Alors, il s'agit ici de la 23e édition de la Semaine du cerveau, et c'est un événement annuel. Donc, il est coordonné par la Société des neurosciences sous le haut patronage de Madame Frédérique Vidal, qui est notre ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation. Alors ici à Marseille et dans sa région, c'est l'association cerveau.com dont je fais partie, dont fait partie également Christophe Rodeau, qui s'occupe de l'organisation de tous les événements qui vous sont proposés chaque année donc, à Marseille et ses environs. Bien entendu, vous le savez, tout ça c'est possible grâce à de nombreux partenaires qui sont indiqués ici. Alors je ne vais pas les détailler, bien entendu, mais il s'agit à la fois de partenaires qui sont d'ordre financier, c'est-à-dire nos sponsors en clair, et donc, il y a les laboratoires notamment aussi de recherche en neurosciences de Marseille, les principaux, les collectivités également, région, département, ville de Marseille, l'école universitaire de Neuroschool également, et également des partenaires organisationnels pardon, qui sont là aussi pour nous aider, pour organiser ces événements, nous prêter leur salle et donc permettre la diffusion de tout cela. Et pour citer quelques actions qui sont normalement conduites en temps, je dirais, ordinaire, hors Covid. Il s'agit de conférences grand public, de débats comme ce soir, mais également de bistro sciences, d'expositions, de rencontres avec les chercheurs. Et également, il y a beaucoup d'interventions qui sont programmées en milieu scolaire, les lycées, les collèges, les écoles. Tout ça par, encore une fois, des chercheurs, des étudiants, des enseignants bénévoles. Pour cette année spéciale, donc spéciale Covid, on va dire, effectivement, vous savez, l'ensemble de ces événements est programmé sous forme de visioconférence, donc comme ce soir, évidemment, et il suffit pour rejoindre tel ou tel événement de cliquer sur un simple lien qui est le même pour tous les événements. Voilà, comme vous l'avez fait ce soir pour vous connecter et être parmi nous. Donc maintenant, je vais passer à la présentation de nos invités. Ce soir, donc, nous avons le plaisir d'accueillir Jade Mériot, Brandon Tanguy. Alors, je commence par Jade Mériot, psychologue spécialisée en neuropsychologie, diplômée d'Aix-Marseille Université. Elle est spécialisée dans les troubles du spectre autistique. Elle travaille actuellement à Marseille, notamment au Centre d'action médico-sociale précoce Saint-Louis, mais également à l'hôpital de jour enfants Rabelais Littoral du centre hospitalier Édouard Toulouse. Et par ailleurs, elle est donc présidente de l'association Neuropsy 13. Brandon Tanguy, qui est également psychologue spécialisé en neuropsychologie, également diplômé d'Aix-Marseille Université. Il travaille, quant à lui, à la clinique Saint-Martin, c'est-à-dire c'est un centre de rééducation pour les personnes adultes souffrant de lésions cérébrales. Et Brandon est également secrétaire de l'association Neuropsy 13. Voilà pour nos invités qui vont être au cœur du débat de ce soir. Et pour terminer, je me présente rapidement. Donc, je suis Christian Gestro, je suis maître de conférence à
Aix-Marseille Université, également secrétaire de l'association cerveau.com. Je co-dirige le master de neurosciences et j'effectue mes recherches à l'INSERM au sein de l'Institut de neurobiologie de la Méditerranée sur le campus de Lumini. Et je m'intéresse particulièrement au développement d'une région du cerveau qu'on appelle le tronc cérébral, hein, qui est à la fois impliqué dans le contrôle nerveux de la respiration, également du système cardiovasculaire, et également dans ce qu'on appelle la triade succion, déglutition, mastication. Voilà, à présent, place au débat, donc, et nous avons le plaisir d'accueillir Jade Mériot et Brandon Tanguy qui vont nous parler du neurone à la pensée et des merveilles que groupe notre cerveau, et évidemment. Et encore une fois, merci à vous, public, d'être présent pour cet événement. Merci. Merci Monsieur Gestrow pour cette introduction. Merci aussi à vous-même et à Monsieur Rodeau pour la modération de cette conférence débat. Avec Jade, on remercie également évidemment toute l'équipe de la Semaine du Cerveau, de notre partenaire aussi, la bibliothèque de l'Alcazar avec qui nous sommes en contact. Un grand merci à tous pour avoir pu maintenir cet événement, réussir à s'adapter dans ce contexte Covid qui est le nôtre actuellement. Et donc, on est ravis de pouvoir faire cette intervention avec une partie de présentation, une partie plus d'échange avec vous ce soir. Alors, pour cette année, on a choisi avec Jade de vous parler d'un thème très large, presque mystique, mystérieux, tellement il est large, presque poétique, du neurone à la pensée, à la découverte des merveilles de notre cerveau. Alors bien sûr, pour Jade et moi-même, en tant que psychologue spécialisé en neuropsychologie, je vous dis déjà un peu la réponse. Ce qu'on appelle les merveilles de notre cerveau, c'est bien sûr les capacités cognitives, la cognition, tous les mécanismes de la pensée. C'est vraiment de ça dont on va parler aujourd'hui, de qu'est-ce qui fait que notre cerveau, avec ses multiples connexions neuronales, quelles sont les étapes qu'il y a entre cette étape biologique et la complexité de notre pensée, quel que soit le mécanisme en question. Alors, pour vous commencer par vous expliquer, pour vous définir ce que c'est que la cognition, quand j'ai commencé par cette réflexion en faisant cette présentation, je me suis dit que c'était difficile de définir la cognition sans donner une définition trop complexe ou trop simplifiée. C'est difficile à expliquer tellement c'est abstrait. Étant donné que c'est un événement grand public, j'ai choisi la version plutôt simplifiée. Donc, je vais vous donner une définition très simplifiée, presque très vulgarisée. Mais l'essentiel, c'est que vous puissiez comprendre ce dont on parle quand on parle de cognition. J'ai choisi une définition tellement simplifiée que je vous propose une définition en un seul mot. Moi, la cognition, je dis à mes stagiaires, à mes étudiants, en tout cas quand ils débutent à l'étude de ce concept, que c'est tout simplement ce qu'on appelle la pensée. La cognition, c'est la pensée. C'est simplement la pensée dans un cadre d'étude particulier. C'est la pensée quand on l'étudie dans son rapport avec le cerveau. Mais en tout cas, la cognition, c'est la pensée. Alors, c'est à la fois la forme de la pensée, c'est-à-dire ces processus, ces mécanismes, comment ça fonctionne, les rouages qui font fonctionner les pensées que l'on peut développer. Et c'est aussi, c'est également, j'en parlerai plus tard, le contenu de la pensée. Par exemple, une pensée particulière, si je pense à une conversation que j'ai eue l'autre jour, ou tiens, je pense à quelque chose. Cette pensée-là, on appelle ça une cognition aussi. C'est à la fois la forme et le fond de la pensée. C'est l'ensemble, c'est tout ça, la psychologie cognitive. Alors, pour vous donner un exemple de cognition, j'ai une petite mise en situation. Vous allez vous imaginer, vous projeter. Imaginez que vous êtes invité chez des amis, vous passez la porte, vous rentrez dans le salon. C'est la première fois que vous allez chez ces amis. Et là, en rentrant dans le salon, vous voyez ceci en plein milieu du salon. Et donc, vous choisissez de vous exclamer « Oh, tiens, quelle table originale !» En une fraction de seconde, ça vous vient tout seul et vous le partagez. Parce que c'est vrai que c'est une table originale, je pense que vous êtes d'accord avec moi. Eh bien, vous voyez, cette cognition, le fait d'avoir pensé que c'était une table originale et de l'avoir partagée, c'est imaginez, je vous pose la question, vous, chez vous, derrière votre écran, essayez, mais si vous n'y arrivez pas, c'est normal, car c'est difficile à faire, de décomposer. Qu'est-ce qui s'est passé dans votre tête? Quelles sont les étapes qui se passent dans votre cerveau, dans votre pensée, pour arriver jusqu'à
le fait que vous disiez que c'est une table originale. C'est très difficile à faire puisque c'est tellement une tâche simple et automatisée de voir une table et de la décrire. C'est pas quelque chose de très complexe, que ce sont des processus très inconscients, très automatiques. Ça va très vite dans le cerveau. La conscience n'a même pas le temps de se rendre compte qu'on a fait toutes ces étapes. C'est pour ça, c'est une cognition, c'est une tâche qui paraît banale et presque ridicule, tellement ça paraît pas très intéressant. Mais si jamais on s'attache à analyser, à décomposer tous les processus, vous allez voir, on peut transformer n'importe quelle situation en situation très intéressante. Par exemple, quand vous commencez par voir cette table, vous mettez en place des processus attentionnels. Vous avez votre cerveau, certains réseaux de neurones de votre cerveau qui vont s'activer pour vous permettre de porter attention à cette table, de la considérer. Votre esprit va se porter dessus, va voir qu'il y a une table au milieu du salon. Vous allez avoir d'autres parties du cerveau, plutôt à l'arrière du cerveau, des régions de traitement visuel, qui vont traiter ce que vous voyez, qui vont reconnaître la couleur, la forme. D'après le contexte aussi, quand c'est dans un salon, il y a des chaises autour, votre cerveau va comprendre, ah bah tiens, c'est une table. Il va y avoir des mécanismes de comparaison dans votre cerveau. Des réseaux vont comparer ce que vous voyez à l'ensemble des tables que vous avez vues dans votre vie et qui composent votre mémoire sémantique, la mémoire des tables que vous connaissez. On a tous un peu un prototype de table. Quand on pense à une table, on pense généralement à une table avec 4 pieds bien définis, ce genre de choses. Et c'est cette comparaison qui fait percevoir au cerveau une singularité. Le cerveau va comparer, il va dire, ah oui, en effet, c'est une table originale par rapport à ce que je vois d'habitude. En même temps, vous allez avoir d'autres processus plutôt gérés par cette partie-là du cerveau, le cortex préfrontal, qui vont permettre de vous dire, alors là, je suis dans une situation sociale avec des amis, je suis dans un salon tout à fait adapté de partager cette réponse. Je vais partager mon avis, je vais dire que c'est une table originale. Parce que si jamais vous étiez dans un autre contexte, dans une réunion, vous ne connaissez personne, ou si quelqu'un est triste, en train de pleurer dans la pièce, vous n'allez pas dire, oh tiens, quelle table originale. Donc le cerveau, toutes ces connexions, tout ça, c'est en même temps et c'est très complexe tout ce qui se passe. C'est vraiment le message que je vais vous faire passer. Vous allez avoir d'autres parties du cerveau qui vont vous permettre de trouver les mots, de choisir les mots pour former quelle table originale, de convertir ces mots en mise en action, en bougeant les muscles de la bouche qui vont permettre de parler. Et tout ça, ça se fait de manière presque parallèle. Alors, il y a des étapes quand même, mais ça va très, très vite, en une fraction de seconde. Donc, j'espère bien, avec cet exemple, vous avoir montré à quel point, quand on analyse n'importe quelle situation sous le prisme de la cognition, de la psychologie cognitive, n'importe quoi peut paraître très intéressant, très passionnant. Puisque là, je vous ai juste parlé d'un exemple avec une table pour faire le plus simple possible. Alors, imaginez, c'est ce que je viens de dire, là, j'ai relisté l'ensemble des processus qu'on peut imaginer. Alors, imaginez ce qui se passe quand avec des pensées plus complexes, par exemple, quand vous pensez, ah, bah, tiens, j'ai un rendez-vous chez le dentiste la semaine prochaine, ou ah, le sujet de cette conférence m'intéresse beaucoup, ou encore des choses plus complexes, plus profondes, comme le monde est cruel et injuste. C'est des pensées très, très ancrées, très, très profondes. D'ailleurs, c'est ce genre de pensées qui sont souvent associées à des souffrances sur laquelle, en tant que psychologue spécialisé en psychologie cognitive, en neuropsychologie, on peut être amené à travailler avec nos patients d'ailleurs. On en parlera plus tard quand on parlera un petit peu de thérapie. Mais en tout cas, voilà, tout ce que je viens de lister, ce sont des exemples de cognition. Tout ça, ce sont des cognitions derrière lesquelles se cachent plein de processus conscients ou inconscients. Et donc, la psychologie cognitive, dont nous sommes issus avec Jade, c'est justement la discipline, la branche de la psychologie qui s'intéresse à la pensée en termes de processus qui émergent de l'activité cérébrale. Parce que la psychologie, c'est souvent, voilà, on a un peu un cliché, enfin, les personnes qui ne sont pas dans la psychologie ont un peu une image caricaturale, cliché, ils connaissent souvent le psychologue clinicien qui fait de la thérapie. Parfois, il y a même l'image du divan, ce genre de choses. Alors, c'est loin d'être tous les psychologues. Mais en fait, la psychologie, c'est vraiment un énorme domaine qui comporte une quantité phénoménale de branches, dont la psychologie sociale, la psychologie du développement et la psychologie cognitive, dont nous sommes spécialistes, en tout cas issus avec Jade. Donc, en tant que psychologue,
spécialisé dans la cognition, psychologue cognitiviste. On peut travailler soit sur le contenu de la cognition, c'est-à-dire ce que je viens de vous dire, les pensées elles-mêmes, qui peuvent être très négatives parfois, irrationnelles. Comme je vous ai dit, quand on a des pensées très négatives, le monde est cruel et injuste, souvent associé à une dépression, ce genre de choses. En tant que psychologue d'orientation cognitive, on peut vraiment travailler là-dessus, avec diverses techniques qu'on résume sous la grande appellation de TCC, de thérapie cognitive et comportementale. C'est un type de psychothérapie assez différent de la psychanalyse, on n'est pas du tout là-dedans, plutôt une approche centrée sur qu'est-ce qui fait qu'on a des cognitions comme ça, parfois négatives ou dysfonctionnelles, comment on peut changer ces cognitions pour être plus épanoui, pour être plus heureux dans sa vie. Et on peut aussi, en tant que psychologue d'orientation cognitive, travailler sur la forme de la cognition, sur les mécanismes, les processus de la cognition, les capacités. Quand c'est le cas, on parle plutôt de psychologue spécialisé en neuropsychologie. Ceci dit, l'un n'empêche pas l'autre. On peut être un psychologue, un neuropsychologue, un psychologue spécialisé en neuropsychologie, qui fait des thérapies. Mais en tout cas, voilà, la neuropsychologie, c'est surtout l'étude des mécanismes du cerveau, des mécanismes de la pensée, pas forcément des pensées en elles-mêmes. Donc, quand on est neuropsychologue, là, je vous l'évoque juste parce que Jade en parlera bien mieux tout à l'heure. On va travailler sur l'évaluation des processus, sur la prise en charge lorsqu'il y a des problèmes, des difficultés sur ces capacités, suite à des pathologies. Je laisserai Jade plus vous décrire cette partie-là. Alors, tous ces processus cognitifs qui sont conscients ou inconscients, comme je viens de vous dire, on les regroupe dans des grandes fonctions cognitives. Et ces grandes fonctions, elles sont elles-mêmes regroupées dans des grands domaines de la cognition. C'est important de percevoir qu'il y a plusieurs ordres de grandeur en psychologie cognitive. Je vous donne un exemple. Par exemple, dans le grand domaine de la mémoire à long terme, ce qu'on appelle communément tous la mémoire, hein, la mémoire à long terme, il y a plein de types de mémoire. L'une des fonctions de la mémoire, c'est la mémoire antérograde, c'est-à-dire la capacité à apprendre de nouvelles choses. Alors que la mémoire rétrograde, c'est la capacité à se souvenir des choses anciennes. Souvent, une personne qui a une amnésie, un problème de mémoire, a souvent soit un problème de mémoire antérograde, elle a du mal à apprendre de nouvelles choses, de type maladie d'Alzheimer précoce, ça commence surtout par ça. Alors qu'une amnésie rétrograde, c'est des personnes qui apprennent très bien de nouvelles choses, mais qui ont oublié leur vie d'avant. C'est plus rare. Mais en tout cas, ça vous montre qu'il y a plusieurs types de mémoire différentes, plusieurs fonctions dans le grand domaine de la mémoire à long terme. Et puis, cette fonction, par exemple, de la mémoire antérograde, elle-même, on peut la décomposer en plein de processus différents. Il y a des processus d'encodage qui permettent d'enregistrer les informations dans sa mémoire, des processus de stockage, de consolidation, des processus de récupération pour aller creuser, réussir à creuser dans sa mémoire et à retrouver les choses. Il y a plein de processus différents. Et quand on a une atteinte, un problème, ça peut concerner juste certains de ces processus d'ailleurs. C'est vraiment géré par des réseaux neuronaux plus ou moins différents. En tout cas, mon objectif, là, dans les quelques minutes qui viennent, c'est de vous présenter les principales fonctions cognitives qui sont gérées par notre cerveau, qui nous permettent tout ce qu'on peut faire au quotidien et sur lesquelles on travaille en tant que neuropsychologue aussi, pour vous parler, vous présenter un peu notre métier. Ces fonctions cognitives, on peut les classer selon un spectre de complexité. Il y a des fonctions plus élémentaires, comme les fonctions instrumentales. Je vous expliquerai plus tout à l'heure ce que c'est. Les fonctions élémentaires, d'ailleurs, elles sont plutôt gérées par l'arrière du cerveau, par tout ce qui est occipital, pariétal. Alors que les fonctions plus complexes, elles sont plutôt à l'avant du cerveau, plutôt tout ce qui est lobe préfrontal. D'ailleurs, vous savez peut-être, certains d'entre vous, le lobe préfrontal, c'est la partie du cerveau qui est surdéveloppée chez l'homme par rapport aux primates non humains. Donc, ouais, si on suit un spectre de complexité, on a les fonctions instrumentales qui sont les plus élémentaires, l'attention, la mémoire à long terme, les fonctions exécutives comme grand domaine aussi, j'en parlerai tout à l'heure, et un cinquième et dernier grand domaine, c'est la cognition sociale. Voilà, je vais essayer de vous présenter de manière très simplifiée, puisqu'on pourrait prendre des heures pour parler juste d'un seul de ces domaines, donc ça va être très simplifié, mais de vous présenter ces 5 grands domaines de la cognition. Pour commencer par les fonctions instrumentales, eh bien, comme son nom l'indique, il y a le mot instrument dedans. Les fonctions instrumentales, c'est tous les instruments que possède le cerveau pour interagir avec le monde. Donc, c'est un grand domaine dans lequel on retrouve plein de fonctions et de processus. Par exemple, on a le langage.
qu'il soit oral, écrit, non-verbal, c'est du langage. Le langage qui est un grand domaine qui comporte lui aussi plein de fonctions et plein de processus différents pour permettre d'interagir avec le monde. Par exemple, des processus pour rechercher dans son lexique sémantique les mots, pour pouvoir parler et trouver les bons mots. Quand on a des difficultés, on a un manque du mot, on ne trouve pas certains mots. Des processus de conversion des graphèmes en phonèmes pour pouvoir lire et convertir le PA en PA, ce genre de choses qu'on apprend en petit. Tous ces processus s'agencent les uns avec les autres pour permettre des fonctions aussi complexes que le langage. Une autre fonction instrumentale, enfin, grand domaine instrumental, c'est ce qu'on appelle les gnosies. Alors, les gnosies, là, peut-être ça vous parle moins, j'imagine, pour certains d'entre vous, que le langage, c'est moins transparent, enfin, c'est moins connu. En fait, les gnosies, c'est tous les processus qui viennent juste après l'étape sensorielle pour interpréter une perception. Donc, par exemple, on a des gnosies visuelles, des gnosies auditives, etc. Pour parler des gnosies visuelles, puisque c'est le sens le plus développé chez l'homme quand même, on a nos yeux qui captent une image et ça arrive à l'arrière du cerveau dans le cortex occipital primaire, puisque là, ce n'est pas vraiment de la pensée, c'est vraiment sensoriel. Mais ensuite, on a plein de processus cognitifs qui nous permettent de mettre du sens derrière ce qu'on perçoit, d'analyser la forme, la taille, la couleur, la vitesse si c'est un objet en mouvement, de reconnaître ce qu'on voit et de pouvoir reconnaître ce qu'on voit, c'est une table, n'importe quoi. Tout ça, tous ces processus, on les regroupe sous le nom de gnosie visuelle. Donc voilà, j'ai mis capacité visio-perceptive, visio-spatiale, tout ça, ça forme le grand groupe des gnosies visuelles. Et puis on a la même chose pour les autres sens. Et une autre fonction instrumentale, ou plusieurs fonctions instrumentales, c'est ce qu'on appelle les praxies, ou les praxies gestuelles. Et bien là, c'est tout ce qui accompagne la réalisation des gestes. Toutes les étapes cognitives qui permettent d'ajuster les gestes ou de les planifier, de les imaginer, de les concevoir, de les coordonner, d'envoyer l'ordre moteur aux muscles et d'affiner surtout tout ce qui se passe, d'ajuster la force de notre mouvement, ce genre de choses. Tout ça, tous ces processus, ça forme les praxies. Et d'où le terme dyspraxie, peut-être que certains connaissent, trouble des praxies, ou apraxie quand ça intervient plus tard chez l'adulte. C'est justement des personnes qui vont avoir des difficultés à l'une de ces étapes qui permettent la réalisation parfaite et correcte d'un mouvement. Voilà, je suis allé vite, mais je suis un peu obligé, mais voici, c'était pour vous présenter brièvement les fonctions instrumentales. Deuxième grand domaine de la cognition, c'est l'attention. Alors, l'attention, c'est assez abstrait. Comment l'expliquer? Je crois que je vous ai défini ça comme ça. C'est un ensemble de processus qui permettent de sélectionner un ou plusieurs éléments. Ça peut être des choses internes ou externes. Hein. Je peux me focaliser sur mes émotions, sur ma respiration, sur quelque chose que je vois, sur mes pensées, sur un discours de quelqu'un. Ça peut être n'importe quoi. Mais en tout cas, l'attention, c'est ce processus qui permet de consacrer notre conscience, notre esprit sur quelque chose et pas sur autre chose du coup, et de maintenir cette attention, cette conscience focalisée de manière durable dans le temps. On a plusieurs processus attentionnels qui permettent certains processus, certaines de ces étapes de l'attention. L'attention sélective, par exemple, alors comme son nom l'indique, il y a le mot sélection, c'est la capacité à sélectionner un élément et à ne se focaliser que sur lui, à faire abstraction du reste. Alors que l'attention soutenue, les deux vont ensemble, hein, mais c'est juste deux fonctions différentes, c'est les processus qui nous permettent de maintenir l'attention de manière durable, d'éviter les décrochages attentionnels, les fluctuations attentionnelles et de rester concentré. Alors évidemment, ça arrive à tout le monde d'avoir des décrochages, des fluctuations. Le cerveau n'est pas infaillible, on a tous des fluctuations attentionnelles. Ça ne veut pas dire qu'on a des troubles tous de l'attention soutenue. C'est juste qu'il y a des personnes qui ont des troubles attentionnels, qui ont encore plus de difficultés. Mais en tout cas, évidemment, tout ce que je vous présente aujourd'hui, toutes les fonctions cognitives que je vous présente, elles ne sont pas infaillibles dans tous les cerveaux qui existent et dans les nôtres également, évidemment. Un troisième et dernier processus attentionnel dont je voulais vous parler, c'est le déplacement du foyer attentionnel. Le déplacement du foyer attentionnel, c'est la capacité qu'on a à explorer l'ensemble de l'environnement avec notre conscience, avec notre attention.
Par exemple, là, je peux me focaliser sur mon ordi, j'ai possible me focaliser sur la fenêtre à gauche, sur l'ensemble de mon environnement, regarder en haut, en bas. Mes yeux bougent, mais mon attention aussi. Eh bien, il y a des personnes qui ne sont pas capables de faire ça. Certaines personnes qu'on appelle atteintes d'héminégligence, qui ont un syndrome qu'on appelle l'héminégligence, un syndrome qui se développe surtout après un AVC du lobe pariétal droit, deviennent incapables, ou en tout cas c'est plus difficile pour eux, de porter leur attention sur la moitié gauche des choses, la moitié gauche de l'environnement. Donc c'est assez impressionnant quand on rencontre la première fois des personnes qui ont une héminégligence, puisque ça peut être, quand c'est vraiment un syndrome bien net, bien puissant, bien important, c'est des personnes qui vont être incapables de manger la partie gauche de leur assiette, de se raser la partie gauche du visage, ou de s'habiller la partie gauche de leur corps, de recopier la partie gauche des dessins. La plupart du temps, c'est la partie gauche. Il existe aussi des versions avec la partie droite, mais généralement, c'est la partie gauche. Et parce que vraiment, ils sont incapables de penser au fait que ça existe, la partie gauche. Leur attention néglige complètement la partie gauche des choses. Alors qu'à côté de ça, ils peuvent avoir des facultés mentales, tout le reste très très bien, mais ça peut être touché de manière très spécifique. C'est une atteinte qui concerne juste cette fonction-là de la cognition. Voilà pour l'attention. Troisième grand domaine de la cognition, c'est la mémoire à long terme, ce qu'on appelle communément la mémoire. Alors, on appelle la mémoire, on dit tous la mémoire, on a une bonne ou une mauvaise mémoire. En fait, on devrait dire plutôt les mémoires. C'est très important de garder en tête qu'il n'y a pas qu'un seul type de mémoire et qu'il y a vraiment plusieurs mémoires différentes et qu'elles sont assez dissociées, assez indépendantes. On peut avoir une bonne mémoire de ce type-là et une mauvaise mémoire de ce type-là. C'est tout à fait possible. Ce n'est pas du tout les mêmes réseaux neuronaux qui sous-tendent les différentes mémoires. On a par exemple la mémoire épisodique. Donc, comme son nom le laisse deviner, on voit le mot épisode. La mémoire épisodique, c'est toutes les connaissances et la capacité à apprendre ces connaissances qui sont rattachées à des épisodes particuliers, à se former des souvenirs personnels. Par exemple, je peux me rappeler le mariage de ma cousine. Pas tout, évidemment, mais j'ai des détails que je peux me revisualiser comme si je le revivais dans ma tête. Certains sons, certaines choses que j'ai pu voir, des événements, des conversations, comme des épisodes, ça me revient. Ce sont des souvenirs personnels, forcément subjectifs, intimes, sous la forme d'épisodes. Dans la mémoire épisodique, comme je l'ai un petit peu dit tout à l'heure, il y a aussi plusieurs sous-types de mémoire. Je vous l'ai un petit peu dit tout à l'heure, la mémoire rétrograde, c'est la capacité à se souvenir d'éléments passés. Par exemple, me souvenir du mariage de ma cousine, je fais travailler ma mémoire rétrograde, alors que là, par exemple, me rappeler du déroulé de cette conférence, des questions que vous allez me poser, et à moi et à Jade, je vais faire travailler ma mémoire antérograde pour apprendre de nouvelles choses. Deuxième type de mémoire dans la mémoire à long terme, c'est la mémoire sémantique. C'est vraiment différent puisque la mémoire sémantique, ce sont des connaissances générales, généralement partagées pas intimes, mais pas subjectives, mais partagées par toute une société, et qui sont décontextualisées. Elles ne sont pas rattachées à un épisode particulier. Par exemple, la connaissance dans ma mémoire que Rome est la capitale de l'Italie, ce n'est pas rattaché à un épisode particulier. Je ne peux pas me rappeler du moment où j'ai appris que Rome était la capitale de l'Italie. C'est quelque chose qui, avec le temps, avec la répétition de l'information, a été consolidé et maintenant, c'est une connaissance décontextualisée, je le sais, et c'est comme ça. Toutes ces connaissances générales, ça forme la mémoire sémantique. Et enfin, troisième type de mémoire, même s'il y en a d'autres, mais ce sont les principales, la mémoire procédurale. La mémoire procédurale, c'est tous les apprentissages moteurs inconscients, tout ce qui est automatisme. Par exemple, si vous apprenez à jouer du piano ou à faire du vélo, il y a bien de la mémoire, vous apprenez quelque chose, vous apprenez un savoir-faire plutôt, mais c'est pas un souvenir, c'est pas quelque chose qu'on peut partager, on peut pas le verbaliser. C'est un apprentissage plus abstrait, plus moteur, plus inconscient. C'est la mémoire procédurale. Quatrième domaine, et pas des moindres, c'est un domaine très, très complexe, très important dans la psychologie cognitive, c'est les fonctions exécutives. Les fonctions exécutives, c'est l'ensemble des processus qui nous permettent de nous adapter à des tâches nouvelles et complexes, autrement dit, là où la routine ne suffit pas. Ce sont d'ailleurs les fonctions exécutives, elles sont vraiment gérées par le lobe préfrontal, le cortex préfrontal ici.
elles sont toutes pratiquement gérées par cette partie-là du cerveau. Là, je vous ai mis des exemples. Ça peut être vraiment pour suivre une recette de cuisine. Si ce n'est pas quelque chose qu'on connaît par cœur, on a besoin de mettre en place des processus pour s'organiser, pour mettre en place des étapes et suivre un plan d'action, pour être flexible, s'adapter, contrôler notre concentration pour vraiment rester focalisé. Dans le travail aussi, généralement, en travail, on peut avoir des pratiques routinières dans notre travail, mais si on a un travail où on a vraiment de l'imprévu, on doit réfléchir, raisonner, mettre en place des idées, des plans d'action. On fait vraiment travailler nos fonctions exécutives. Je vous ai mis une petite photo d'une route barrée. C'est une petite caricature, mais pour illustrer aussi le côté adaptation. Si vous conduisez jusqu'à chez vous et que c'est la route que vous connaissez par cœur, vous n'avez pas forcément beaucoup de fonctions exécutives en jeu, c'est votre mémoire à long terme, vous savez la route qu'il faut faire et c'est procédural, ça se fait tout seul, vous y pensez même pas. Si vous avez une déviation, vous devez vous adapter, mettre en place des processus de flexibilité mentale pour vous adapter à cette contrainte. Là, c'est la fonction exécutive. Et puis, ça peut être aussi sur des choses plus abstraites, raisonner sur n'importe quoi, des grands problèmes, des grands questionnements, le sens de la vie, ce genre de choses. Tout ça, ça fait beaucoup travailler les fonctions exécutives. Vous devez vraiment mettre en place des processus très complexes de raisonnement, de comparaison, d'analogie, de comparaison. Voilà, c'est généralement les processus les plus complexes du cerveau. Dès que ça fait vraiment travailler le ciboulot, c'est les fonctions exécutives généralement. Alors, on distingue plusieurs fonctions exécutives. Je vais vous faire une liste qui n'est pas exhaustive, mais en tout cas les principales, celles où la plupart des chercheurs et des psychologues s'accordent à dire que ce sont des fonctions exécutives. La mémoire de travail, par exemple. La mémoire de travail, il y a le mot mémoire dedans, mais c'est vraiment très différent de la mémoire à long terme. C'est la capacité à maintenir et à manipuler plusieurs informations en même temps sur du court terme. Par exemple, si jamais vous êtes au téléphone avec quelqu'un et votre interlocuteur vous demande un numéro de téléphone. Vous devez enlever le téléphone de votre oreille, regarder dans votre répertoire, regarder le numéro qu'il vous a demandé et le mettre dans votre mémoire à court terme pendant quelques secondes, le temps de pouvoir remettre votre téléphone ici et redire le bon numéro à votre collègue qui l'a demandé. Donc, chacun a des stratégies différentes. D'ailleurs, on peut visualiser les choses, on peut les répéter en boucle, 0,6, machin. Mais en tout cas, cette capacité de manipulation mentale immédiate, c'est ça la mémoire de travail. 2 minutes après, vous allez oublier ce numéro. C'est très différent de la mémoire à long terme, c'est complètement oublié et c'est tout à fait normal. C'est vraiment très différent. La mémoire de travail, c'est du court terme. Autre fonction exécutive, c'est la planification. La capacité à organiser un plan d'action adapté afin de résoudre une tâche, quelle qu'elle soit. On a aussi les processus d'inhibition. C'est la faculté à résister à des comportements automatiques non pertinents et à pas être soumis à tous les réflexes qui nous viennent et la capacité à se contrôler pour réfléchir à ce qui est le plus adapté pour cette tâche-là. Je sais que c'est un petit peu rapide, peut-être qu'il y a des choses un peu abstraites, mais peut-être qu'on pourra revenir si vous souhaitez, bien sûr, dessus lors de notre moment d'échange. On a aussi les processus de flexibilité. Je l'ai un petit peu évoqué tout à l'heure avec mon exemple de la déviation, de la route barrée. Les processus de flexibilité, c'est tous les processus qui nous permettent de passer d'une tâche à une autre, d'un comportement à un autre, d'un état mental à un autre, pour rester de manière adaptée aux contraintes. Et puis, on a aussi tout ce qui est raisonnement. Le raisonnement, c'est très large, c'est difficile à définir, mais c'est tous les processus qui nous permettent de résoudre un problème, quel qu'il soit. Et puis, certains en mettent d'autres. Ce n'est pas une liste exhaustive, mais en tout cas, les fonctions exécutives, c'est un gros package très, très complexe sur lequel on travaille beaucoup généralement avec nos patients en tant que neuropsychologue. Et enfin, dernier domaine, je vais être un peu plus rapide sur celui-ci, c'est ce qu'on appelle la cognition sociale. La cognition sociale, c'est tout simplement l'ensemble des processus qui nous permettent de prendre en compte les éléments sociaux et de nous adapter à ceux-ci. Donc, c'est tout ce qui va être la prise en compte de l'état mental d'autrui, réussir à s'adapter aux émotions de l'autre, à sa pensée, à son point de vue, pour éviter un conflit, je ne sais pas, ce genre de choses. Reconnaître les émotions, faire preuve d'empathie, tout ça, ce sont des processus qu'on regroupe dans le terme de cognition sociale. Pour vous donner un exemple plus ciblé de fonction cognitive qui fait partie du domaine de la cognition sociale, c'est ce qu'on appelle les théories de l'esprit. Les théories de l'esprit,
Alors, comme son nom ne l'indique pas, parce que ce n'est pas du tout une théorie, hein, ce n'est pas une théorie de l'esprit, c'est des capacités, c'est des facultés. C'est la faculté à attribuer à autrui des états mentaux différents des siens. Ça se construit pendant l'enfance. Un enfant de généralement 5, 6 ans n'a pas les théories de l'esprit, il a du mal à penser que l'autre ne sait pas tout ce qu'il sait. Il ne pense si je suis triste, l'autre n'est pas forcément triste. Voilà. L'autre a ses propres états mentaux, que ça se passe dans sa tête, et il a aussi lui-même sa richesse mentale dans sa tête. Voilà, réussir à penser ça, à le concevoir, c'est faire preuve de théorie de l'esprit. C'est une faculté qui s'appelle comme ça. Voilà pour cette présentation des fonctions cognitives. Désolé, je sais que c'est assez succinct parce que c'est passionnant, on pourrait en parler toute la soirée, mais on doit avancer. Je vais maintenant laisser la parole à Jade qui va vous parler, de faire un petit historique de la conception qu'on a des fonctions cognitives et de leur lien avec le cerveau. Merci beaucoup, Brandon. Merci pour cette belle présentation des fonctions cognitives. Effectivement, vous voyez qu'il y en a un certain nombre, donc c'était important pour nous de clarifier tout ça. Si c'était très clair, tant mieux. Et donc, effectivement, la suite de notre propos dans notre intervention, là, c'est effectivement comment des cognitions, on passe au cerveau. Je vois que le titre, c'était du cerveau aux cognitions, mais du coup, on aurait peut-être pu mettre des cognitions au cerveau, parce que du coup, comment ces cognitions dont on vous a parlé, elles s'inscrivent finalement dans le cerveau? Quel est le rôle du cerveau, des aires cérébrales vraiment là-dedans? Donc, il faut savoir qu'il y a eu plusieurs théories dans l'histoire, et donc nous, on va parler des principales, ou en tout cas des plus marquantes, et notamment tout ce qui est théorie localisationniste. Et donc, on va vous parler de deux grands courants. Alors, le courant de base, c'est ce qu'on appelle la phrénologie. Donc, peut-être qu'il y en a qui ne connaissent pas. Nous, on nous en a parlé en psycho, mais sinon, j'en avais jamais entendu parler avant. C'est vrai. Donc, la phrénologie est issue d'un médecin qui s'appelle Gall dans les années 1818 et qui est vraiment à la base du localisationnisme, c'est-à-dire localiser les fonctions du cerveau dans le cerveau, dans des aires spécialisées. Et donc, la phrénologie, c'est un petit peu particulier parce que c'est l'étude du caractère et des capacités mentales d'après la forme du crâne. Donc Gall, il a eu cette idée d'inventer la phrénologie parce qu'il avait des étudiants qui avaient une très bonne mémoire et que ces étudiants qui avaient une très bonne mémoire avaient aussi de gros yeux. Donc il a émis l'idée que peut-être la mémoire pouvait se trouver donc derrière les yeux. Et donc que ça expliquait pourquoi ces étudiants avaient une proéminence au niveau des yeux parce que la mémoire se situe là. Donc, vous verrez que plus tard, qu'en fait, la mémoire ne se situe pas du tout là. Mais du coup, c'était une idée, voilà, à l'époque où il n'y avait pas d'imagerie, etc. Voilà. Et donc, comme ça, il a décrit plusieurs organes, une quarantaine, des organes, des centres, alors de l'amour physique, de l'amitié, de la ruse, de la finesse, voilà, donc c'est sur des... Là, on n'est pas sur des fonctions cognitives claires et précises, on est vraiment plus sur des états mentaux, des caractères, de la personnalité, etc. On va voir qu'aujourd'hui, les fonctions cérébrales, c'est pas tout à fait ça. Mais du coup, Gall, il a fait comme ça une cartographie, donc c'est ce que vous voyez à l'écran, de protubérance ou de bosse. Et donc, ce qui reste dans l'ère moderne, c'est la fameuse bosse des maths. Voilà, il faut savoir que ça vient de la phrénologie, du coup. Et donc, il a mis au point cette méthode diagnostique en palpant, en fait, voilà, comme ça, avec les doigts. Voilà, il palpait le crâne. Et comme ça, il pouvait déduire quelle aire correspondait quelle bosse. Donc, au-delà de la limite, vous voyez, ça me fait sourire rien que d'en parler. Effectivement, ça paraît un petit peu farfelu comme ça. Mais à l'époque, ça a eu son certain succès. Mais bon, il faut savoir qu'en plus de la limite de la méthode, il y avait également une limite aussi par les outils de l'époque, parce que l'étude du cerveau, donc, comme il n'y avait pas d'imagerie, elle pouvait se faire que post-mortem, donc après la mort du patient. Et donc, les associations que faisaient les phrénologistes entre les structures du cerveau et avec les fonctions mentales, c'était forcément supposé, parce que c'était après la mort de la personne. Et du coup, après, ils associaient les fonctions mentales au contour du crâne. Et du coup, c'est comme ça qu'après, ils pouvaient palper les vivants et dire que c'était associé à telle fonction. Donc, en gros, les aires
eu un un peu scientifique à cette méthode, donc c'est vraiment ça a été qualifié par la suite de pseudoscience, hein, ça a été vraiment très discrédité, voire considéré comme du charlatanisme. En tout cas, la phrénologie, elle a eu le mérite d'avancer quand même des hypothèses intéressantes, et juste aujourd'hui, comme quoi le cerveau humain, c'était vraiment le siège des fonctions cognitives. Mais pas que, vous l'avez vu, hein, Brandon il vous a décrit des fonctions cognitives très larges, comme aussi la cognition sociale. Et donc, c'est vraiment le cerveau est aussi le siège de la personnalité, des émotions, mais également des perceptions. Et donc, que les différentes parties du cerveau sont responsables des différentes fonctions mentales. Et donc, c'est ça qui a fait vraiment le pas au localisationnisme en tant que tel. Donc, Brandon, si tu peux passer, s'il te plaît. Donc, la théorie localisationniste va vraiment défendre le fait qu'il y a des centres qui existent dans le cerveau, qui sont individualisés et qui vont être spécialisés dans une fonction spécifique. Et s'ils sont altérés par une lésion, et ben, du coup, ça va altérer la fonction qui est associée à cette aire lésée. Donc, pour vous donner des exemples un peu parlants du localisationnisme, il faut savoir que parmi les fonctions cérébrales qui ont été, donc toutes les fonctions cérébrales aujourd'hui ont été beaucoup étudiées, etc. Mais le localisationnisme est vraiment issu de Gall, hein, donc ça commence à dater maintenant, voilà, parce que ça date du 19e siècle. Et la fonction cognitive à ce moment-là qui a entraîné beaucoup d'intérêt, c'était le langage. Et donc, je vais vous donner deux exemples en lien avec le langage. Brandon, si tu peux passer, s'il te plaît. Merci. Voilà, donc vous avez devant vous un cliché de cerveau, et donc je vais vous expliquer à quoi ça correspond. Donc en 1861, il y a un médecin, donc Broca, qui a mis en évidence un lien entre certaines lésions cérébrales, enfin en tout cas des lésions cérébrales situées quelque part précisément dans le cerveau, et des fonctions mentales supérieures, comme le langage, qui seront altérées. Et donc, il y a ce cerveau qu'il a exposé à une conférence, etc., qui correspond à un de ses patients qui était décédé. Et donc, ce patient, c'est monsieur Le Borgne, qui était atteint d'un trouble, d'un dysfonctionnement qu'on appelle l'aphasie expressive, ou aphasie maintenant, qui a été baptisée aphasie de Broca. Donc l'aphasie expressive, c'est l'impossibilité, enfin la grande difficulté pour la personne de produire des mots. À côté de ça, sa compréhension, elle est préservée, mais elle ne peut plus s'exprimer. Voilà, c'est pour ça qu'on parle d'aphasie expressive, c'est que l'expression du langage est vraiment altérée. Et donc, par exemple, le cas de ce monsieur Le Borgne, c'est qu'il ne pouvait que s'exprimer avec la syllabe « tant ». Donc, son langage se réduisait à cette syllabe unique. Donc, vous imaginez à quel point c'était handicapant. Et quand il est décédé, qu'on a effectué son autopsie, c'est là qu'on a vu cette lésion très spécifique. Donc, vous voyez le gros trou donc, au niveau du lobe frontal. Donc, Brandon vous a parlé tout à l'heure. Donc, pour ceux qui ne connaissent pas, donc l'aire frontale du cerveau, c'est ce qui se situe, comme son nom l'indique, derrière le front, en fait. Donc, le lobe frontal, il est vraiment ici. Et il faut savoir que l'hémisphère gauche, parce que donc, le cerveau contient deux hémisphères, l'hémisphère droit et l'hémisphère gauche, qui sont reliés. Donc, en gros, votre cerveau, il fait ça. Et donc, dans l'hémisphère gauche, c'est là où se situe, en gros, le langage. Et donc, cette grosse lésion, dans ce lobe frontal particulièrement un petit peu en dessous, là, entraînait une aphasie expressive. Donc, cette aire qui a été baptisée l'aire de Broca par la suite, cette aire où il y a la lésion là qu'on voit, ça a été vraiment la première région du cerveau qui a été associée à une fonction précise, soit ici la production du langage, l'expression du langage. Deuxième exemple, Brandon, si tu peux passer s'il te plaît. 10 ans plus tard, donc en 1871, un autre médecin, donc Wernicke, décrit, lui, un autre type d'aphasie, l'aphasie réceptive. Donc, dans l'aphasie réceptive, il y a le mot réception, donc c'est la compréhension du langage. Donc, lui, il a décrit le cas de patients qui avaient des difficultés de compréhension du langage. À côté de ça, ils pouvaient s'exprimer plutôt avec fluidité.
Alors, leur production, elle était fluide, mais en fait, leur langage était souvent dénué de sens, hein. On dit qu'ils s'exprimaient en jargon, mais contrairement à l'aphasie expressive, leur langage était fluide. C'est juste qu'on ne comprenait rien à ce qu'ils disaient, d'ailleurs, comme l'aphasie de Broca, où le patient ne parlait qu'en temps. Mais en plus, du coup, à cause de cette aphasie réceptive, ils avaient également un trouble important de la compréhension du langage. Vous le voyez ici, un cerveau d'un patient qui était atteint de ce type d'aphasie, où on voit cette énorme lésion. Alors, elles ne sont pas toutes énormes comme ça, mais là, c'est un cas particulièrement représentatif. Donc, la lésion ici qu'on voit, elle est située dans le lobe temporal. Donc, temporal, on entend tempe, donc comme son nom l'indique, c'est la partie du cerveau qui est derrière les tempes, derrière les oreilles. Et donc, il y a aussi des aires associées au langage à ce niveau-là, parce que donc une lésion comme celle-ci entraînait des troubles de la compréhension du langage. Et cette aire au niveau du lobe temporal gauche a été rebaptisée par la suite aire de Wernicke, et elle a été associée donc à la compréhension du langage, et ça a été vérifié par la suite avec les imageries, etc. Mais déjà, on voit que dans les années 1850, enfin moitié du 19e siècle, on commençait à se rapprocher petit à petit de la réalité. Et donc, un peu plus tard, donc au début du XXe siècle, dans les années 1900, Brandon, si tu peux passer, s'il te plaît, les chercheurs, les médecins sont allés un petit peu plus loin dans le localisationnisme, parce qu'ils ont fait la découverte que dans les différentes aires du cerveau, il y avait en fait différentes organisations des cellules du cerveau. Effectivement, dans différentes régions du cerveau, il y a des cellules où il y allait avoir plusieurs couches de cellules, parfois des sous-couches, parfois qu'une couche de cellules. Et comme ça, ils ont pu délimiter en fait des aires corticales distinctes en termes déjà d'organisation cellulaire en couche, en sous-couche, mais également au niveau fonctionnel. En fait, il s'avère que cette différenciation architecturale, on va dire, du cerveau, elle se retrouvait également au niveau fonctionnel. Donc, c'est la carte que vous avez à gauche, où il y a tous les petits points de couleurs différentes. En fait, tout ça, ça correspond à des aires corticales d'architecture différentes et donc de fonctions différentes, comme on va le voir juste après. Parce qu'effectivement, c'est un chercheur, donc Brodmann, en 1909, qui a pu, comme ça, avec cette technique, établir une carte cérébrale basée sur les différentes architectures cellulaires dans les régions du cortex, comme je viens de vous le dire. Et du coup, il a comme ça donné des numéros aux différentes régions du cerveau en fonction de leurs organisations cellulaires. Et donc, c'est les cartes que vous avez à droite, où ici, on a la traduction des petits points traduits en aires de Brodmann qui correspondent à des fonctions particulières du cerveau. Et donc, vous avez vu, Brodmann, ça date des années 1900, hein, donc il n'y avait pas encore l'imagerie, etc. Hein, donc, c'était vraiment une intuition qui a pu se confirmer par la suite, grâce à nos techniques d'imagerie actuelles, qu'effectivement, à une organisation anatomique donnée, correspond une fonction cognitive particulière. Et donc, par exemple, on va retrouver la fameuse aire de Broca, qui correspond, comme vous le voyez sur le schéma, aux aires 44 et 45 de Brodmann. Ça, en fait, c'est l'aire de Broca qui est donc associée à la production du langage. Et vous avez, pareil, l'aire de Wernicke qu'on retrouve dans l'aire 22, donc c'est la orange foncé. Donc, vous voyez que ça correspond à la lésion qu'on a vue tout à l'heure sur le cerveau. Et donc, qui est associée à la compréhension du langage. Ça s'est vérifié par la suite et par Brodmann et ensuite par nos techniques d'imagerie. Brandon, si tu peux passer, s'il te plaît. Donc, en gros, le concept de localisation cérébrale, ça va vraiment être un des fils conducteurs de l'histoire de la neuropsychologie. Hein, donc, vous commencez un petit peu à comprendre où on veut en venir. Il y a l'aspect clinique et l'aspect fondamental. Donc, c'est-à-dire la clinique, c'est la localisation des symptômes et donc des fonctions altérées. Et l'aspect fondamental, c'est la localisation des fonctions mentales dans le cerveau. Et donc voilà, donc le localisationnisme a vraiment permis d'arriver à ces théories, à ces idées-là. Cependant, avec l'avancée des techniques, la recherche, etc., on se rend compte que en fait,
la localisation du symptôme, elle ne peut pas être aussi facilement que ça réduite à de la localisation fonctionnelle parce qu'il y a certaines lésions qui ne produisent pas aussi clairement que les lésions type Broca, type Wernicke. Il n'y a pas toujours des déficits spécifiques associés. Donc, c'est pour ça qu'on arrive au connexionnisme, qui est donc la dernière théorie d'explication de comment localiser, enfin comment expliquer les fonctions cognitives dans le cerveau. Et donc, la neuropsychologie va se baser là-dessus. Donc, elle va plus organiser ses repérages anatomiques par rapport à des représentations mentales classiques. Brandon va vous exposer que c'est finalement un peu plus compliqué que ça. Bien sûr. Euh, alors, j'ai l'impression, malheureusement, que ma caméra est devenue orange. Je ne sais pas si vous le voyez comme ça aussi. Je ne sais On pas te ce qui voit s'est pas, mais passé. tu as un teint orangé, on dirait que tu es au soleil. Oui, Voilà. c'est apparu d'un coup. Bon, on va faire avec, je ne sais pas. En tout cas, oui, comme Jade vient de le présenter, après l'ère du localisationnisme, dans l'ère actuelle, on va dire, d'un point de vue scientifique et même pratique, on est davantage, les chercheurs comme les praticiens sont davantage de courants connexionnistes. C'est vraiment la continuité logique et sûrement que notre vision du cerveau va encore évoluer et on ne soupçonne pas la façon dont on comprendra les fonctions cognitives et cérébrales plus tard. Mais en tout cas, la plupart des chercheurs sont de courants connexionnistes à l'heure actuelle en neurosciences, notamment en neurosciences cognitives. En fait, l'idée du connexionnisme, c'est l'idée selon laquelle les fonctions cognitives émergent de l'activation de réseaux de neurones plus que de zones particulières, on est plus sur l'idée de réseaux de neurones ou de groupes de neurones qui sont interconnectés entre eux et où chaque neurone ou chaque groupe de neurones sous-tend une unité élémentaire. C'est-à-dire que, disons que ça ne réfute pas totalement le localisationnisme, puisque Jade vous a bien présenté des évidences d'imagerie ou d'expérience de patients. On voit qu'il y a quelque chose de localisé quand même. Mais ce n'est pas aussi localisé que ce qu'on pensait avant, dans le sens où on n'a pas la zone du langage, la zone de la mémoire, la zone de ceci, cela. C'est plus complexe que ça. En fait, le connexionnisme dit que, enfin, c'est l'idée selon laquelle on a vraiment des processus, des micro-processus qui sont plus ou moins localisés dans certaines parties du cerveau, ou en tout cas par certaines connexions, certains réseaux de neurones, mais que c'est des connexions entre tous ces petits réseaux ou toutes ces petites parties, ces petits groupes de neurones, qui au final, ensemble, font émerger une fonction cognitive complexe comme l'encodage en mémoire, ce genre de choses. Donc, on va dire que le localisationnisme n'est pas faux, n'est pas complètement réfuté, mais c'est juste une version plus affinée, plus complexe de la chose. En fait, ce qu'il se passe, c'est que dès qu'un neurone est activé, ou qu'un groupe de neurones est activé, parce qu'on a pensé à quelque chose, on a vu quelque chose, on nous a dit quelque chose, on va avoir des synapses, des connexions entre plusieurs neurones qui vont se faire pour activer ou inhiber d'autres neurones qui sont reliés dans le grand réseau de neurones de notre cerveau. Je vais imager ça dans un instant avec un exemple. Pour ceux parmi vous derrière votre écran qui sont dans le domaine des neurosciences, qui sont le plus avancés là-dedans et qui s'y connaissent peut-être un peu plus, on va parler de potentiel postsynaptique inhibiteur ou excitateur. On a certains messages de neurotransmission entre deux neurones qui vont faire que certaines parties du cerveau vont être plus facilement activées et d'autres plutôt inhibées pour arriver à terme de ce qu'on veut penser pour que la fonction cognitive se fasse correctement. Je vous donne un exemple. Imaginons que, encore avec un petit exemple un petit peu ridiculement simple, mais c'est pour que vous compreniez. Imaginez que je vous demande de décrire une tomate. Qu'est-ce qui se passe dans votre cerveau? Alors, imaginez que là, vous avez une petite fenêtre sur votre réseau sémantique dans votre cortex temporal, là où vos connaissances générales sont en lien, sont en réseau et ça forme vos connaissances. D'ailleurs, imaginons que c'est le mien, par exemple, de réseau sémantique, et puis c'est une partie, c'est pas en entier. Il y a beaucoup d'autres concepts, mais imaginons juste une partie. C'est complètement personnalisé. Par exemple, imaginons que moi, le mot tomate dans mes connexions soit beaucoup associé au mot légumes, au mot fruits, évidemment, comme
pour la plupart des gens. Imaginons que pour moi, je l'associe aussi beaucoup à mozzarella parce que j'ai beaucoup entendu parler de tomates mozza, j'en ai beaucoup mangé, j'aime beaucoup ça. Quelqu'un d'autre n'aurait pas du tout le même réseau. Peut-être que pour quelqu'un d'autre, tomates et mozzarella, c'est très, très peu associé. Il n'y a pas beaucoup de liens parce que ce pas des concepts qu'il a l'habitude de voir ensemble, quoi que ce soit. En tout cas, voilà, chaque réseau sémantique est unique et dépend de notre expérience individuelle passée. Donc, imaginons, on me dit de décrire une tomate, qu'est-ce qui se passe? J'ai le mot tomate qui s'active. C'est activé parce que je l'ai entendu, c'est passé par mes oreilles, etc. Et il y a des connexions qui vont se faire, qui vont activer d'autres concepts. Ça se fait tellement rapide que c'est généralement inconscient. Par exemple, il y a des connexions qui vont beaucoup activer légumes. J'ai mis un trait plus gras, puisqu'on va dire qu'il y a plus de connexions, il y a plus de messages qui va se faire parce que c'est surtout associé au mot légumes. C'est très pertinent en plus de choisir de parler de légumes pour décrire une tomate. Donc, ouais, ça va beaucoup activer légumes, moins mozzarella et moins fruits parce que c'est moins pertinent. Et puis ensuite, ces neurones-là, qui codent pour le concept de fruits, de légumes, etc., qui ont été activés, vont eux-mêmes activer ou inhiber d'autres neurones qui leur sont reliés dans le grand réseau de neurones du cerveau. Par exemple, les neurones qui sont activés quand le concept de légumes a été activé vont peut-être activer des concepts comme acide, comme rond, comme rouge, que j'ai mis encore plus vert que les autres parce que c'est encore plus saillant. Quand on pense à une tomate, on pense au rouge, par exemple. Alors que d'autres concepts qui sont reliés au mot légumes dans notre tête, comme, je ne sais pas, viande, par exemple, parce que viande et légumes, c'est relié, ça va ensemble, on peut imaginer que c'est proche de notre réseau. Ben là, ça n'a aucun rapport. C'est pas pertinent du tout d'avoir viande qui s'active dans notre cerveau pour décrire une tomate. Donc, on va avoir des connexions inhibitrices pour faire en sorte que notre réseau d'activation aille à l'essentiel et il y a des choses qui vont être inhibées pour vraiment être bien désactivées pour que vraiment on n'ait que l'essentiel qui nous vienne et qu'on puisse décrire notre tomate de manière la plus adaptée possible. Et puis là, c'est qu'une partie, c'est juste l'étape de connexion sémantique dans le cortex temporal où les concepts s'activent. Mais quand je dois décrire une tomate, il y a plein d'autres étapes qui se font de manière connectée. On a des connexions entre toutes ces connexions sémantiques avec d'autres parties du cerveau, d'autres petites unités qui permettent les processus d'expression orale pour pouvoir prononcer mes phrases pour décrire la tomate, des connexions avec le lobe préfrontal qui vont permettre d'être flexible, de m'adapter. Si je vois que la personne ne comprend pas, je vais changer mes mots, ce genre de choses. Choisir des processus de raisonnement pour choisir comment je vais décrire la tomate. Des processus de cognition sociale aussi, parce que si je vois que la personne elle est saoulée ou qu'elle a très bien compris ce que c'était une tomate et que je dois arrêter de décrire, ces connexions vont permettre de modérer ce que je vais faire, de moduler et d'arrêter ou d'adapter ma description de cette tomate. C'est un peu ridicule l'exemple de la tomate, mais ça marche avec tout et n'importe quoi. Mais en tout cas, voilà, c'est pour vous montrer encore une fois à quel point pour n'importe quelle cognition, même quelque chose d'aussi simple que de décrire un objet commun, il y a de multiples connexions neuronales qui se font entre plein de microprocessus qui sont certes assez localisés dans le cerveau, mais c'est l'ensemble de ces connexions qui, au final, créent une complexité et nous permettent de dire c'est un légume rond et rouge, nous permettent d'arriver au résultat escompté. Voilà pour cette petite illustration de l'approche connexionniste. Et je redonne la parole à Jade pour la troisième et dernière partie sur les liens avec la pratique de neuropsychologue, la neuropsychologie. Qu'est-ce qu'on fait dans notre travail? Merci Brandon. En tout cas, ton exemple de la tomate a bien fait sensation sur le chat. D'accord, je n'ai pas regardé le chat du tout. Je ferai la surprise après la voilà. table de tomate. C'est très rigolo de voir les messages s'afficher en même temps. Donc voilà, donc du coup, vous comprenez en clair que nous avons beaucoup de fonctions cognitives, que tout ça s'inscrit dans le cerveau et que c'est un petit peu compliqué. Et donc, Brandon et moi, nous faisons un métier qui essayons un petit peu de travailler avec tout ça et d'aider au mieux les personnes qui en ont besoin. Et donc, on va vous expliquer ce qu'est donc un psychologue spécialisé en neuropsychologie ou un neuropsychologue, hein, c'est le terme qui est utilisé habituellement. Mais il faut savoir que neuropsychologue n'est pas un terme en fait, qui existe. Hein. On est psychologue spécialisé en neuropsychologie. Voilà.
Donc, qu'est-ce que c'est un psychologue spécialisé en neuropsychologie? C'est un psychologue, voilà. On a fait donc 5 ans d'études. On a obtenu le titre de psychologue donc, qui est protégé depuis 1985. On a une formation initiale commune, tous les psychologues, sur les 3 années de licence. Et on a une spécialité sur les 2 dernières années de master. Et donc, Brandon et moi, on a fait une spécialité en neuropsychologie et psychologie cognitive. Donc, comme tout psychologue, nous avons une approche globale du patient, nous avons une obligation de formation continue et nous sommes régis au code de déontologie, par le code de déontologie des psychologues. Pardon. Donc, là, on vous a beaucoup parlé de la psychologie cognitive, également de la neuropsychologie, et donc je vais vous donner une définition maintenant assez claire. Donc, la neuropsychologie, c'est une discipline transversale qui étudie les relations entre le fonctionnement du cerveau et les fonctions cognitives, dont Brandon vous a parlé en première partie, mais également les processus affectifs émotionnels, les processus motivationnels, les relations, les comportements, donc en fait tout ce qui fait de nous des êtres humains, en gros, tout ça en lien avec l'environnement. Et donc, notre référentiel, si vous voulez, notre cadre théorique, il est issu de travaux en neuropsychologie, en psychologie cognitive. Tout ça avec notre tronc commun en psychologie clinique, où du coup, on est également formé à l'entretien, à l'analyse et à l'observation clinique des patients et des familles. Tout ça fait que donc, nous avons un bagage de connaissances en neuropsychologie, en psychologie cognitive et en psychopathologie clinique. Alors, un neuropsychologue, c'est pour qui? Voilà, qui on accompagne, qui est-ce qu'on va pouvoir aider, voilà, quels sont nos patients? En gros, on peut accompagner toutes les personnes qui ont des difficultés cognitives et du coup, ça correspond à tous les troubles qui existent en fait dans les manuels diagnostiques. Donc, pour vous donner quelques exemples, certains ont été cités sur le chat. Donc, c'est tout ce qui est les troubles neurodéveloppementaux, les fameux troubles 10, mais également les troubles du spectre autistique et les troubles attentionnels. Également tout ce qui est retard mental, déficience intellectuelle. Tout ce qui est troubles psychiatriques, donc dépression, anxiété, schizophrénie, les toxicomanies, etc. Les traumatismes crâniens, les lésions cérébrales, comme par exemple les AVC, on en a parlé aussi tout à l'heure. Tout ce qui est maladies neurodégénératives, donc les maladies d'Alzheimer, de Parkinson, les scléroses en plaques, également les épilepsies, etc., etc. Donc, vous l'avez compris, en gros, on peut... On correspond à tout type de patient, c'est juste que c'est notre accompagnement qui va différencier d'un psychologue spécialisé en psychologie du développement, spécialisé en psychanalyse, spécialisé en psychologie sociale. Voilà, Brandon vous a un peu cité des différentes spécialités qui existent. On va toucher les mêmes patients, mais c'est notre accompagnement qui va différencier. Alors, où on peut trouver des neuropsychologues, comme on peut aider tous les patients, on nous trouve partout, concrètement. Alors après, les offres d'emploi sont moins nombreuses que les neuropsychologues sur le marché du travail. Voilà, il y a une différence entre l'offre et la demande, mais concrètement, nous pouvons travailler partout. Donc, pour vous donner quelques exemples, voilà, on peut travailler dans les secteurs donc sanitaires, tout ce qui est services hospitaliers, les secteurs sociaux, tout ce qui est aussi dans le privé, les secteurs médico-sociaux, les secteurs associatifs. Donc, ça va être tout ce qui est clinique, les cliniques privées, les centres de rééducation, les associations. Et donc, dans le milieu carcéral, voilà, on peut vraiment travailler dans tout ce qui est sanitaire, social, médico-social, en libéral également. Et donc auprès de tout type de patients, comme vous l'avez compris, je vous ai décrit beaucoup de troubles tout à l'heure, mais donc également de tout âge, chez les enfants, les adolescents, les adultes et les personnes âgées, qu'ils soient dans des lieux avec suivi ambulatoire, donc c'est-à-dire qu'ils viennent se faire soigner après qu'ils rentrent chez eux, ou même au sein de leur lieu de vie, si ce sont des personnes qui sont en internat sur leur lieu de soins. Donc ainsi, le clinicien spécialisé en neuropsychologie, le psychologue spécialisé en neuropsychologie, va travailler dans beaucoup de domaines, de structures différentes, avec des personnes de tout âge qui vont éprouver, souffrir de différents problèmes qui vont forcément impacter le cerveau et les fonctions cognitives.
Et donc, pourquoi faire? Voilà, donc on finit là-dessus, hein. Brandon l'a un petit peu dit tout à l'heure. Voilà, qu'est-ce que peut faire un neuropsychologue pour aider les patients? Donc, il y a plusieurs types d'activités. Donc, il y a tout ce qui est l'évaluation. Voilà, Brandon l'a dit tout à l'heure, hein, c'est l'évaluation neuropsychologique qui va allier entretien clinique et outils d'évaluation psychométrique, donc d'évaluation, si vous voulez, des fonctions cognitives, dans une perspective diagnostique ou de compréhension du fonctionnement. Et donc, on va comme ça faire passer des tests, soit pour évaluer donc, les cognitions, soit également le comportement, ou même aussi plus un aspect psychopathologique, par exemple la sévérité d'une dépression, etc. On peut également faire de la médiation, où du coup, on va essayer de venir remédier aux troubles au moyen d'interventions variées qui vont utiliser des techniques basées sur le cadre théorique issu de la psychologie cognitive et donc de nos connaissances sur les fonctions cognitives. Et donc, c'est une rééducation, en fait, qui va avoir comme but de réduire ou de compenser les troubles des fonctions cognitives, toujours dans le but final, c'est d'améliorer l'autonomie de la personne et son bien-être. Voilà, ça, je pense que ce sont les objectifs de tous les psychologues. On peut également faire de la psychoéducation, donc c'est-à-dire de l'accompagnement de la personne à la compréhension de ses troubles pour qu'elle-même puisse mieux comprendre son fonctionnement et donc mieux anticiper des difficultés qu'elle pourrait avoir à cause de sa maladie, pour améliorer son quotidien, sa qualité de vie, mais également son pouvoir d'agir sur sa maladie. Et enfin, on propose également de la psychothérapie. Donc, Brandon vous a donné des exemples tout à l'heure de thérapie cognitive et comportementale. Il y a beaucoup de psychothérapie qui existent. Et donc ça, après la fac, on fait des formations. Je vous parlais d'obligation de formation continue tout à l'heure. Donc, c'est des formations qu'on fait tout au long de notre carrière pour pouvoir proposer les psychothérapies qui seraient les plus adaptées à nos patients. Donc, en gros, un neuropsychologue, il va vraiment venir allier d'un côté rigueur psychométrique, parce qu'on a cette formation en psychologie cognitive, également en statistique, et sensibilité clinique par l'apport de la psychopathologie clinique pour vraiment aborder le patient sous son aspect global et pouvoir l'aider au mieux. Et pour finir, dernière activité possible du neuropsychologue, c'est également des activités de recherche. Donc notamment le master d'Aix, neuropsychologie à Aix, est un master mix, donc il est professionnel, c'est-à-dire qu'à l'issue des 5 années de master, on obtient le titre de psychologue, mais il a également un volet recherche qui nous permet de continuer, nous, si on veut continuer des activités de recherche, mais également de nous inscrire en doctorat. Et donc, la recherche, à quoi ça sert? Tout à l'heure, on en parlait avant que la conférence commence, mais voilà, c'est vraiment le développement des connaissances sur la compréhension, alors de ce qui nous concerne, la compréhension des faits neuropsychologiques, essayer de développer des outils adaptés à la pratique clinique, que ce soit au niveau des tests, au niveau de la remédiation, au niveau des psychothérapies. Voilà, donc du coup, des choses vraiment très larges et qui nous permettent d'approfondir nos connaissances et de faire avancer les choses au niveau de la neuropsychologie. Donc voilà, on parlait du connexionnisme tout à l'heure. Qu'est-ce qu'il y aura dans plusieurs années, voilà, au fur et à mesure que les connaissances avancent, la recherche avance aussi. Donc voilà ce que je pouvais vous dire sur ce qu'est un neuropsychologue. Donc bien sûr, on reste disponible pour vos questions. Merci beaucoup pour votre attention. On a un petit peu dépassé le temps, désolé, mais bien sûr que maintenant, il y a la place pour les questions et les échanges. Donc la parole est à vous via notre modérateur qui va nous faire remonter vos questions. Donc on vous écoute. Merci beaucoup. Ouais, merci beaucoup, Jade. Merci, Brandon. Je crois que vos deux interventions respectives étaient extrêmement claires, bien entremêlées. Et je crois que vous avez captivé l'attention du public, en tout cas, à en croire le nombre de questions qui ont été posées, que j'ai pu relever. Oui, je pense vraiment que c'était très intéressant et que c'était très, très explicite, très, très clair. Merci à vous pour votre belle pédagogie, en tout cas. Alors, c'est vrai que c'est un peu difficile de faire remonter toutes les questions. Je les ai peut-être regroupées par
par thème. Enfin, j'ai essayé, mais ça sera peut-être un petit peu dans le désordre finalement. Mais euh, c'est vrai que, bon, globalement, vous avez peu parlé finalement de votre spécialité, Jade, hein, du trouble du spectre autistique. Mais il y avait un auditeur, effectivement, qui posait la question de savoir si finalement ça représentait 1% de la population, ces troubles. Et il l'opposait à visiblement 10% de TDAH, donc TDAH, pardon. Est-ce que c'est vrai? Ce sont des chiffres corrects? Qu'est-ce que vous pouvez nous dire sur la prévalence peut-être des troubles autistiques? Alors, sur la prévalence des TSA, les derniers chiffres de l'OMS, on va dire, et d'INSERM pour la France, c'est de dire que c'est 1% de prévalence, donc c'est-à-dire qu'un enfant sur 100 naît avec TSA. Donc, je ne sais pas si vous avez vu, mais dans la rue, en ce moment, il y a beaucoup d'affiches, un enfant sur 50, etc. Donc, voilà, il faut un petit peu se méfier aussi de ce qui est véhiculé par les Oui. médias. Il faut savoir que ce sont des chiffres qui sont basés sur des recherches qui sont effectuées à l'étranger et qui sont extrapolées pour la France parce qu'actuellement, il n'y a pas d'études épidémiologiques claires en France qui calculent la prévalence des TSA. C'est en cours, notamment par les équipes de Montpellier qui sont très, très pertinentes. Mais voilà, en tout cas, aujourd'hui, on dit que la prévalence est de 1% issue des chiffres internationaux. Concernant la prévalence du TDAH, je ne vais pas me lancer là-dessus parce que je ne les connais pas de tête comme ça. Donc, je ne vais pas m'avancer. Mais bon, si vous dites 10%, sûrement. Et donc, je crois que la question, c'était, voilà, est-ce que... Sur le nombre d'études finalement qui étaient voilà, en rapport avec ce trouble plus fréquent selon l'auditeur. Et puis, alors, je ne connais pas clairement le nombre d'études en ce moment dans les TSA par rapport au nombre d'études dans les TDAH. Ça, je vais être claire aussi avec l'auditeur, je ne sais pas. Je peux vérifier l'information et revenir plus tard vers la personne. En tout cas, c'est vrai que concernant les TSA, c'est un sujet qui est en vogue. Il y a beaucoup de médiatisation avec des films, des séries, des documentaires, beaucoup d'argent en jeu aussi. Donc voilà, donc c'est vrai que le TSA a peut-être plus le vent en poupe, entre guillemets, que le TDAH en ce moment. Je pense que le TDAH a eu son effet de mode il y a une dizaine, vingtaine d'années, quand on a commencé à mieux le comprendre et qu'on a arrêté de dire que les enfants étaient turbulents, qu'ils mettaient le white dans la classe et qu'il fallait les isoler, les punir, etc. Donc on a mieux compris ce qu'il en était, que c'était vraiment des troubles attentionnels et pas liés à de la volonté. Et je pense que les TSA, c'est là, c'est qu'on en est à un niveau, on le comprend mieux. Et donc, c'est pour ça qu'on en parle plus en ce moment. Voilà, ce serait mon interprétation pour le moment, mais je pense que les études sur les TDAH, peut-être qu'il y en a moins que les TSA en ce moment. Comme je disais, je pense qu'il y a une vingtaine d'années, ce n'était pas le cas. Mais en tout cas, le TDAH reste très, très étudié. Il est bien pris en charge. Voilà, il y a des centres experts qui existent. Donc, c'est vrai qu'on peut peut-être rappeler ce que veut dire TDAH et TDAH. oui. Alors, TSA, c'est trouble du spectre autistique, donc c'est ce qu'on appelait anciennement autisme. Et TDAH, c'est trouble déficitaire de l'attention avec ou sans hyperactivité, parce que dans les troubles attentionnels, le grand public connaît beaucoup l'hyperactivité, mais il faut savoir que dans les troubles attentionnels, il y a d'autres types qui existent, et donc c'est pour ça qu'on dit avec ou sans hyperactivité, parce qu'il y a les troubles attentionnels type inattentif, type hyperactif et type mixte qui mélangent les deux. Voilà. Très bien, je pense que merci pour cette réponse. Parmi d'autres questions qui ont été posées, il y en a une qui me semblait particulièrement intéressante, savoir est-ce que finalement, on peut dire que les difficultés d'apprentissage chez l'enfant supposent obligatoirement un ou plusieurs troubles de la mémoire. Alors, les difficultés d'apprentissage, est-ce que ça suppose des troubles de la mémoire?
pas forcément, mais ça va forcément impliquer des troubles des fonctions cognitives. Et donc, par exemple, aller voir un neuropsychologue pour faire un bilan, pour exactement évaluer les fonctions cognitives impactées, les fonctions cognitives qui fonctionnent bien, également les points forts, parce qu'une personne a toujours des points faibles et toujours des points forts. Donc, c'est là aussi l'importance de ces bilans, c'est qu'on va vraiment mettre en exergue ces points forts pour tenter de compenser les points faibles. Donc voilà, ça ne se situera pas forcément sur la mémoire, mais ce sera toujours oui, des fonctions cognitives qui seront impactées. Et donc, c'est là tout l'intérêt du bilan, de chercher quelles fonctions. Donc, si par exemple, on prend l'exemple du TDAH et du TSA, pour que ce soit plus clair, le TDAH avec hyperactivité, par exemple, va y avoir des troubles de la mémoire de travail, par exemple. Donc, on a vu que la mémoire de travail, c'était une mémoire à très, très court terme, donc en plus dans la catégorie attention. Et donc, ça va être des enfants qui vont être très en difficulté pour apprendre de nouvelles informations parce que, à cause de leur déficit de mémoire de travail, ben, ils vont vraiment avoir du mal à enregistrer les informations qu'on va leur donner. Donc, comme l'exemple que donnait Brandon du numéro de téléphone qu'il faut qu'on regarde et qu'on puisse dire tout de suite. On vous donne un cours en classe, c'est exactement ça. Il faut pouvoir mémoriser l'information pour l'écrire sur son cahier. Et donc, un enfant hyperactif, il va devoir regarder 400 fois le tableau par rapport à un enfant ordinaire qui, lui, va pouvoir le regarder 2 fois et écrire. Et donc, l'autre, il aura perdu vachement de temps, etc. Et donc, tout ça va avoir des implications sur les apprentissages. Très bien. Voilà. Ouais, ouais. Oui, pardon, je finis mon exemple sur le TSA pour donner un autre type de déficit où ce n'est pas forcément lié à de la mémoire. Et d'ailleurs, notamment, les personnes avec TSA ont généralement une très bonne mémoire visuelle, par exemple. Mais eux, ils vont avoir de grosses difficultés de cognition sociale. Donc, une autre fonction dont vous a parlé Brandon, les fameuses théories de l'esprit, elles sont très impactées dans les TSA. Donc, ça va être des personnes qui vont être vraiment en difficulté pour pouvoir se mettre à votre place et imaginer que vous ne savez pas ce que lui pense. Donc voilà, donc ça va avoir des implications au niveau social qu'on n'imagine pas évidentes. Hein, mais, vous avez parlé d'empathie. Bon, tout le monde connaît la notion d'empathie. Et récemment, en neurosciences, si je peux me permettre un petit ajout, une petite question personnelle, il a été démontré l'existence de neurones miroirs qui seraient en rapport un petit peu avec cette notion d'empathie. Est-ce que l'on sait quelque chose sur les troubles du spectre autistique et les neurones miroirs? Oui, oui, tout à fait, hein. Il y a déjà eu des études dessus. Donc, ce que je peux vous dire comme ça de mémoire, c'est que effectivement, l'activation des neurones miroirs chez les personnes avec TSA est assez différente des personnes contrôle, on va dire, des personnes ordinaires. Et du coup, ça implique des déficits au niveau de l'imitation et au niveau de la perception de l'action. Donc, pour ceux qui ne savent pas ce que sont les neurones miroirs, ce sont des neurones qui s'activent quand vous regardez quelqu'un faire une action. Donc, en fait, par exemple, je lève le bras, vous allez me regarder faire et vous-même, ces neurones vont s'activer parce que vous me voyez faire et vous pouvez vous imaginer faire l'action sans même que vous la fassiez, en fait. Donc ça a été démontré depuis longtemps, l'activation de ces neurones miroirs quand on regarde quelqu'un faire une action. Et c'est vrai que chez les personnes avec TSA, l'activation va être différente. Et il est montré dans la clinique, dans l'aspect comportemental, que les patients avec TSA ont effectivement des déficits d'imitation. Et du coup, on relie cette activation différente des neurones miroirs, ça peut expliquer leur difficulté d'imitation des autres. Merci pour la réponse très claire. Je crois qu'il y avait également une question qui était liée au localisationnisme, c'est-à-dire au fait de pouvoir localiser donc, sur la surface du cortex, disons, une zone précise ayant une fonction précise, avec l'exemple que vous aviez pris, qui est bien décrit dans la littérature également sur les aphasies de Broca, donc une lésion du cerveau gauche. Et un auditeur se demandait si ces lésions apparaissent nécessairement, ou ce type d'aphasie, après un accident, après une maladie neurodégénérative. Qu'est-ce qu'il en est? Brandon, tu veux répondre? Oui, je peux répondre. Tout est possible. On peut avoir des troubles reliés à une atteinte localisée de manière congénitale, parce qu'on peut avoir un cerveau avec une petite défaillance quelque part. Ça peut arriver, c'est possible. Or, parfois, le cerveau qu'on pense est
et on a un cerveau avec une petite atrophie, on ne s'en rend pas compte parce que le cerveau est très bien compensé. C'est un autre sujet, peut-être qu'il y a eu des conférences dessus, la plasticité cérébrale, c'est aussi passionnant. Mais on peut avoir aussi, à cause de ces troubles congénitaux, enfin, des atrophies congénitales, des troubles. Ça peut apparaître également suite à des AVC, les traumatismes crâniens, des lésions des neurones ou des vaisseaux sanguins qui vont faire mourir ou faire dégénérer, ou atteindre certaines parties précises et donc toucher les fonctions associées. Et ça peut être aussi de manière neurodégénérative. Il y a différentes maladies neurodégénératives. L'Alzheimer est la plus connue, Parkinson aussi, mais il y en a d'autres. Chacune a ses spécificités et chacune touche certaines parties du cerveau, donc certaines connexions aussi, et chacune a ses troubles. Et ses fonctions s'y préserver également. Tous les cas de figure existent. Très bien, merci pour cet éclaircissement, Brandon. Un auditeur se pose la question de savoir si le repérage dans l'espace faisait partie des fonctions instrumentales que vous aviez décrites. Oui, alors j'ai vu passer cette question. Ça tombe bien qu'elle émerge, puisque je veux bien y répondre. En fait, pour moi, le repérage dans l'espace, ce n'est pas une fonction cognitive, c'est plus une situation, c'est une tâche. J'ai pour tâche, mon activité, c'est de me repérer dans l'espace. Et c'est une tâche qui fait appel à plein de fonctions cognitives. Si on décompose, se repérer dans l'espace, ce serait comme décrire la tomate, par exemple. Si on décompose, on peut voir plein de petits processus, notamment de fonctions instrumentales. On a besoin d'avoir des capacités visio-perceptives, visio-spatiales pour distinguer les éléments dans l'espace qui marchent bien, mais pas que. On a aussi besoin, pour faire du repérage spatial, d'une solide mémoire, de concentration, d'autres processus. Donc, ça repose sur beaucoup de processus instrumentaux, mais on ne peut pas dire que c'est une fonction instrumentale. C'est une activité qui repose sur plein de fonctions différentes. Merci. Est-ce que l'on sait quelles sont les évolutions des différents types de mémoire, alors, mémoire exécutive, de travail, etc., tout ce que vous aviez énoncé, dans ce qu'on peut appeler effectivement à juste titre le vieillissement physiologique, et non pas pathologique. Donc, dans le vieillissement normal, on va dire, comment sont affectés les différents types de mémoire que vous aviez énumérés dans votre exposition? Je veux bien répondre, hein, Jade, si après tu peux compléter également, mais c'est vrai que le vieillissement pathologique, c'est encore autre chose, mais même sans avoir de maladie neurodégénérative, nos cerveaux vieillissent. Et c'est triste, mais dès 25-30 ans, généralement, on perd en faculté. Et il y a des différences, c'est hétérogène entre les fonctions cognitives et notamment entre les différents types de mémoire. On sait que la mémoire procédurale, celle des apprentissages moteurs, par exemple, c'est la plus solide, c'est la plus robuste, puisque au niveau localisation, c'est très au centre du cerveau, les ganglions de la base, les noyaux gris centraux qui gèrent, en tout cas, qui sont impliqués dans ces fonctions-là. Et ce sont des structures plus ou moins, plutôt intactes avec le vieillissement en comparaison au cortex externe du cerveau. Donc la mémoire procédurale, elle est généralement très robuste. Les personnes qui ont une maladie d'Alzheimer, ou même pas, même dans le vieillissement normal, des personnes très âgées qui ont des difficultés de mémoire, leurs apprentissages moteurs, généralement, sont intacts, sont nickel, généralement. La mémoire sémantique, celle des connaissances générales, elle est aussi généralement plutôt solide, plutôt stable. Celle qui est la plus fragile, c'est la mémoire antérograde, la capacité de la mémoire à long terme, de la mémoire épisodique plus précisément, qui est celle d'apprendre de nouvelles choses. Elle est encore plus atteinte d'ailleurs dans la maladie d'Alzheimer, mais dans le vieillissement normal, c'est également la plus fragile. Et la mémoire de travail aussi, qui n'est pas vraiment dans la mémoire à long terme, mais il y a le mot mémoire dedans, on peut en parler, elle est également assez fragile. On perd en faculté. Notamment attentionnel peut-être aussi? Exactement, c'est très lié à l'attention. C'est très lié à l'attention. Toutes les fonctions cognitives fonctionnent comme un tout. Hein. On les dissocie, mais elles fonctionnent toutes en même temps. C'est ça qui est complexe. Et elles sont fragilisées avec le vieillissement normal, oui.
Oui, et pour compléter, effectivement, dans cette lignée, hein, les fonctions exécutives dont parlait Brandon tout à l'heure, donc où il y a la mémoire de travail, l'attention, l'inhibition, etc. Donc toutes ces fonctions sont assurées par le cortex, notamment frontal. Et donc Brandon disait qu'à partir de 25-30 ans, effectivement, notre cerveau vieillit parce qu'effectivement, il y a des neurones qui meurent, et notamment, ça part du cortex frontal. Et du coup, ce qui explique que les fonctions exécutives sont celles qui sont impactées, j'allais dire en tout cas ralenties dans le vieillissement normal. C'est vrai que c'est les premières choses qui ralentissent, donc tout ce qui est attention, inhibition, mémoire de travail et les mémoires particulières dont vous a parlé Brandon. Voilà. Ça, c'est encore autre chose, mais voilà, il y a aussi cet aspect de fonction exécutive qui ralentit dans le vieillissement normal. C'est excellent. Et du coup, ça fait bien la transition. Comment peut-on entraîner du coup sa mémoire de travail? Alors ça, fallait venir à la semaine du cerveau il y a 2 ans, parce que du coup, Exactement. on avait animé une causerie justement sur comment entraîner sa mémoire de travail. Donc après, il existe beaucoup de techniques. En fait, ce qui peut être intéressant, c'est déjà d'identifier si vous êtes plutôt visuel, entre guillemets, ou auditif. Généralement, les personnes se rendent vite compte si elles arrivent mieux à mémoriser les informations données auditivement ou des informations qui vont lire, etc. Et une fois qu'on a un petit peu identifié son fonctionnement, et ben effectivement, on peut mettre en place des choses pour l'entraîner. Donc, ça va être tout ce qui est basiquement voilà, les mots croisés, voilà, les choses comme ça pour maintenir son attention sur une tâche particulière, un exercice particulier. Et puis, il va y avoir aussi, pour les personnes un peu visuelles et spatiales, ça va être de faire ce qu'on appelle des imageries mentales, donc d'imaginer dans sa tête l'information dans une carte qu'ils auraient eux-mêmes construite pour pouvoir mieux se souvenir de l'information. Donc passer comme ça par l'imagerie mentale. Ça aussi, ça peut bien fonctionner pour les personnes plus visuelles. Donc par exemple, je dois retenir le mot carotte, et bah, du coup, je vais imaginer mon pot-au-feu avec mes différents légumes, et notamment la carotte énorme en plein milieu pour pouvoir la retenir. Et pour des personnes plus auditives, ça va être le fait de répéter plusieurs fois l'information. Voilà. Donc, je dirais d'abord identifier son fonctionnement si on est plus auditif ou visuel, et du coup, pouvoir mettre en place des choses qui correspondront à nos fonctionnements. Voilà, très bien. Et cette question entraîne aussi un petit commentaire sur la dernière question qui a été posée dans le chat. C'est pas dans l'ordre que je propose là, mais du coup, c'est quels sont les effets de la remédiation sur le cerveau quand on en parlait. Ça permet de réentraîner, ça permet de compenser un trouble, une lésion cérébrale peut-être. Il y a cette notion de compensation par la remédiation. Comment ça fonctionne? Alors, il y a deux aspects dans la compensation. Il y a la compensation qui se fait naturellement. Effectivement, le cerveau, quand il est lésé, il peut essayer de trouver d'autres réseaux de neurones, hein. Voilà, Brandon vous a donné l'exemple avec la tomate. Mais s'il s'avère que la lésion touche la partie viande du réseau sémantique tomate, et ben, le cerveau peut essayer par la plasticité par sa plasticité naturelle, passer par d'autres réseaux. Alors, ça, c'est la théorie. En pratique, c'est pas toujours faisable. Ça dépend de la lésion, ça dépend d'où elle est localisée, ça dépend de la taille de la lésion, ça dépend de l'âge de la personne. Donc, sachant qu'il y a des capacités de compensation à tout âge, hein, ça, c'est pas réservé qu'aux jeunes. Mais c'est plus, voilà, pareil, ce sera plus ou moins élastique, évidemment, avec l'âge, mais ça va surtout dépendre du type de lésion et de la taille de la lésion. Donc, ça, c'est pour la compensation naturel. Je ne sais pas si tu veux rajouter quelque chose, Brandon, avant que je parle de la compensation par la remédiation. Non, tu peux y aller, oui. Ok. Et l'aspect remédiation. Donc, en fait, si vous voulez, la remédiation, ça peut être un entraînement, mais c'est pas voilà, c'est pas la méthode qui est le plus efficace. Quand vous verrez, si un jour vous lisez des articles, la remédiation par l'entraînement, c'est pas ce qui va être le plus efficace, parce que ça, c'est quelque chose que vous pouvez faire vous-même. Donc effectivement, un neuropsychologue peut vous donner des clés, des idées d'exercice, des façons de réfléchir, des stratégies, etc. Et ça, vous pourrez le continuer chez vous, et c'est très bien que vous le fassiez pour pouvoir vous entraîner un petit peu tous les jours, par exemple, ou toutes les semaines. Voilà. Un neuropsychologue, il va surtout vous aider à trouver des stratégies pour pouvoir
utilisez votre point fort pour contourner votre point faible. Donc, par exemple, un enfant avec TSA qui est non-verbal, donc c'est-à-dire qui ne parle pas, on va communiquer avec lui, on va lui apprendre à communiquer par les gestes, par exemple. Donc ainsi, il ne va pas utiliser le langage oral pour parler, mais il va quand même acquérir cette capacité de communication, mais par les gestes. Et du coup, en trouvant comme ça des stratégies, des façons de fonctionner différentes, on va créer de nouveaux réseaux de neurones et on va compenser un peu la fonction qui était déficitaire. Voilà, je sais pas si mais je pense que ça fait aussi permet de rebondir sur l'une des questions qui avait été posée précédemment par un auditeur concernant l'aphasie Broca avec ce cher monsieur Le Borgne, je crois, en posant la question, est-ce qu'il pouvait quand même s'exprimer par l'écriture? Oui, hein, la réponse est oui, je crois, n'est-ce pas? Oui. Attendez, je vérifie pour ne pas vous dire de bêtises, mais il me semble que dans l'aphasie de Broca, je vérifie, hein, parce qu'effectivement… Ouais, c'est pas évident, ouais, effectivement. Il y a un lexique peut-être grammatical. Il y a un aspect sur l'écriture entre Broca et Wernicke qui est différent. Je ne sais pas ce qu'il en était de ce patient-là, Monsieur Le Borgne, patient tant de temps, mais pour parler de l'aphasie, d'expression de manière générale, je sais que les deux cas de figure existent. En tout cas, moi, dans mon centre d'éducation, je vois les deux cas de figure. Des patients qui ont une aphasie vraiment expressive à l'oral, mais qui écrivent sans problème. Et des patients, on voit que c'est d'autres processus qui sont touchés. C'est complexe, on ne sait pas encore trop non plus comprendre ça, mais c'est à la fois à l'oral et à la fois d'écrit. Les deux cas de figure existent, mais je ne sais pas ce qu'il en était pour Monsieur Le Borgne. Oui, bien sûr, il faudrait une évaluation, une IRM, quelque chose qui a posteriori semble difficile peut-être. En tout cas, l'étendue des lésions n'est pas toujours aussi simple à apprécier, d'ailleurs, même avec peut-être l'imagerie. L'imagerie fonctionnelle sans doute, mais l'imagerie structurale peut-être, je ne sais pas, en tout cas. Oui, voilà, c'est sûr qu'il y a des patients qui vont avoir les mêmes symptômes d'une aphasie, par exemple, mais comme dit Brandon, effectivement, la lésion, et comme vous dites, Monsieur Gestro, la lésion ne sera pas exactement la même, elle sera à peu près au même endroit, hein, ça on l'a vu, mais effectivement, elle va être d'une taille différente, elle va peut-être toucher d'autres choses, et donc c'est pour ça que le langage écrit sera plus ou moins impacté. En tout cas, dans les aphasies expressives, bon, je n'ai pas retrouvé dans mes notes, mais il me semble bien que, comme je disais Brandon, dans les cas d'aphasie expressive, le langage écrit peut être conservé, alors que dans les aphasies de Wernicke, il me semble qu'il est touché aussi, le langage écrit. D'accord. Voilà. Et du coup, merci beaucoup pour ces éclaircissements. Et ça fait également le lien avec une autre question qui avait été posée, que je trouve tout à fait intéressante, c'est peut-être sur l'idée d'une fenêtre concernant la plasticité cérébrale, au moins une fenêtre développementale peut-être, avec cette question qui concernait les enfants qui auraient été complètement en l'absence d'interaction sociale, abandonnés, je pense à Tarzan peut-être. Qu'en est-il à ce moment-là de l'horaire de Broca? Est-il vrai qu'à ce moment-là, s'il y a toute une période de développement sans laquelle cette interaction peut se faire, à ce moment-là, est-ce que l'aire du langage finalement est inexistante? Alors, question très intéressante, hein, effectivement. Certes, il y a de la compensation, hein, mais on ne vous l'a pas dit et c'est effectivement très bien de le préciser. Il y a des notions quand même de fenêtre développementale, comme vous dites, pour chaque fonction cognitive. Et du coup, si l'enfant, parce que généralement c'est dans l'enfance, a été privé de stimulation de cette fonction cognitive-là, la compensation, effectivement, ne sera plus possible. Et donc, c'est le cas des enfants dont vous parlez, hein, les enfants qui ont été privés de toute interaction. Donc, voilà, il y a Tarzan, mais il y a aussi des cas d'enfants qui ont été séquestrés et qui, du coup, voilà, ont été trouvés par la suite, etc. Et effectivement, n'ont jamais pu apprendre à parler. Donc, je ne sais pas exactement à quel âge c'est cette fenêtre développementale du langage, mais il est vrai que si l'enfant n'est pas stimulé dans sa petite enfance, et ben, effectivement, il ne pourra pas compenser cette capacité. Alors, est-ce qu'il peut la compenser autrement, comme on disait avec le langage des signes, etc. Ça, je ne sais pas, mais en tout cas, c'est sûr que le langage oral ne sera pas possible. D'accord, donc des séquelles un petit peu de ce non-entraînement lié au développement. Et donc peut-être on peut peut-être boucler un petit peu, je ne sais pas, il commence à être tard peut-être, on va peut-être arrêter bientôt la séance de questions-réponses. Mais en tout cas, pour boucler un petit peu sur votre spécialité, Germain, qui est l'étude
troubles du spectre autistique. Est-ce que l'on sait exactement aujourd'hui quelles sont les structures du système nerveux central qui sont impliquées dans la cognition sociale? Et du coup, puisque les enfants autistes souffrant de troubles du spectre autistique sont concernés justement dans des âges assez précoces, que sait-on de ce rapport entre la cognition sociale qui est déficitaire ou défaillante, en tout cas dans ces cas-là, et une implication précise comme ça de zones dans le cerveau? Oui, alors, donc juste déjà pour finir sur l'aspect de compensation tout à l'heure, parce que je voulais juste finir là-dessus, d'où l'importance certes de ces fenêtres développementales, mais également de l'environnement. Donc vous voyez l'importance de l'environnement aussi au développement des fonctions cognitives. Voilà, je voulais replacer la notion d'environnement qui est très importante et dont on avait un petit peu parlé. Alors pour la question voilà, des aires donc de la cognition sociale qui sont impactées dans les TSA, donc effectivement c'est de mieux en mieux décrit. Je ne les connais pas parfaitement par cœur, mais en tout cas, oui, il y a plusieurs choses qui sont décrites dans la littérature. Alors, déjà par l'étude post-mortem, effectivement, des cerveaux, voilà, une fois que la personne est décédée, on a remarqué qu'il y avait vraiment des différences d'organisation cellulaire des personnes avec TSA par rapport aux personnes contrôle. Donc, par exemple, alors c'est pas vraiment en lien avec les cognitions sociales, mais bon, un petit peu. Par exemple, dans le cortex frontal, il est montré que les personnes avec TSA ont beaucoup plus de neurones que nous. Et du coup, ça pourrait expliquer pourquoi ils sont en telle difficulté pour traiter l'environnement, justement, et l'aspect pertinent de l'environnement. C'est-à-dire que les patients avec TSA, ils n'ont aucun filtre des informations sensorielles qui leur parviennent. Donc, par exemple, là, je suis en train de vous parler. Du coup, vous êtes focalisé sur ma voix, peut-être sur la petite vignette qui s'allume, alors qu'un patient avec TSA, il va voir toutes ces écritures, tous ces micros rouges, les reflets sur les lunettes de Monsieur Gestro. Enfin, voilà, tout ça fait qu'il ne pourra pas du tout être attentif. Non, mais il ne pourra pas du tout être attentif à ce qui est en train de se passer. Ouais, vous avez raison. Et non, mais c'est vrai que c'est étonnant et c'est bien de souligner. En effet, c'est pas un déficit qui est lié à une perte neuronale. Au contraire, là, du coup, il y a un surplus de neurones dans ce cas-là, dans une zone frontale. Très Exactement. bien. Donc, on peut associer quand même encore une fois ce localisationnisme et cet aspect de cette cognition sociale. Donc ça, c'est sûr. Il y a des études qui montrent en effet des implications de telle ou telle aire, en tout cas associées au moins, corrélées à ces déficits ou à ces troubles-là. D'accord. Voilà, donc soit à cause d'une organisation cellulaire différente, que ce soit en surplus ou en sous-effectif. Et donc, pour répondre précisément sur la cognition sociale, donc il y a les neurones miroirs dont on parlait tout à l'heure, qui impliquent des difficultés d'imitation. Et donc, forcément, un enfant qui a des problèmes pour imiter, il va avoir des problèmes pour parler, il va avoir des problèmes pour entrer en communication. Donc, c'est vraiment lié par la cognition sociale par la suite qui va se développer. Et par exemple, il y a aussi une aire qui a été impliqué dans le décodage des visages. Donc c'est le gyrus fusiforme qui est situé un petit peu dans... Voilà, merci Brandon. Par là. Par là, d'accord. Donc c'est occipito-pariétal droit, par ici. Occipito-pariétal, voilà. Donc on vous a parlé du frontal, du temporal. Derrière, il y a le pariétal. Et l'occipital, c'est ce qui est vraiment au-dessus de la nuque. Et donc, ce gyrus fusiforme, bon, peu importe son nom et où il se situe, c'est surtout pour vous dire qu'il est impliqué dans l'expression dans le décodage des visages. Et pareil, on sait qu'il y a un fonctionnement différent chez les TSA. Ça, il y a beaucoup d'études qui montrent ça, que les personnes ordinaires, quand elles décodent un visage, elles vont surtout regarder les yeux, le nez et la bouche, alors qu'un patient avec TSA ou même avec schizophrénie, par exemple, leur regard va beaucoup plus être porté sur la bouche, par exemple. Donc des éléments moins pertinents pour décoder une expression émotionnelle sur le visage. Voilà, pour vous donner quelques exemples, mais bien sûr que beaucoup d'aires ont été comme ça associées aux particularités des TSA parce qu'elles ont un fonctionnement différent que les personnes contrôlent grâce à l'imagerie, grâce aux études post-mortem, etc. Très bien, merci beaucoup pour ces explications. Je pense qu'on peut peut-être
clore le débat. Moi, d'autres questions. Alors, il y en a une peut-être, j'en fais écho quand même, c'est celle de Christophe Rodeau qui pose la question relative à cette zone frontale chez les enfants souffrant de TSA. Est-ce que l'on sait finalement si c'est vraiment une surproduction de neurones ou c'est un problème d'élagage, car on sait qu'au cours du développement, effectivement, il y a peut-être au moins des synapses qui sont non relevant, c'est-à-dire non pertinentes, pardon, et qui vont peut-être rester chez ces... Il y a plus de neurones ou bien comment, ou c'est plus de connexions? Est-ce qu'on le sait ça ou... Oui, on le sait, exactement, Monsieur Rodeau. J'ai évité d'entrer dans les détails, mais soyons précis, vous avez raison. Il n'est que 20h17, il y a encore 60 personnes. Donc, soyons précis. Effectivement, pour les personnes qui ne savent pas, donc un bébé en développement, quand il naît, il a ce qu'on appelle une explosion synaptique. Donc, les synapses, c'est ce qui se situe au niveau des neurones. C'est une partie qui compose les neurones et qui permet de faire les liens de connexion entre chaque neurone. Et donc, comme le bébé, il sort du ventre de la mère et qu'il est soumis à plein d'informations sensorielles, et évidemment, comme le disait Brandon avec sa tomate, les réseaux de neurones explosent et donc il y a une croissance synaptique très importante. Et ensuite, quand l'enfant évolue dans son environnement routinier, avec des choses qui vont se répéter, les mêmes personnes qu'il va voir, etc., petit à petit, comme disait Monsieur Gestro, les réseaux non pertinents vont être petit à petit effacés. Et donc, les synapses vont être élaguées pour que l'enfant ne garde que les réseaux de neurones les plus pertinents pour lui, afin qu'il les renforce et que du coup, il les apprenne. Et donc, ça, après, ça se passe tout au long de la vie, mais cette croissance synaptique puis élagage, c'est vraiment spécifique à la petite enfance. Et effectivement, chez les patients avec TSA, ce qui est montré, c'est qu'il n'y a pas cet élagage. Donc, c'est vraiment lié à ça, tout à fait. Alors, pourquoi il n'y est pas voilà, suite de la question peut-être de Monsieur Rodeau, c'est parce que on peut penser que comme justement ils ont des difficultés à pouvoir percevoir ce qui est pertinent ou non de leur environnement parce leur cerveau ne leur permet pas de faire le tri. Alors, pourquoi le cerveau ne permet pas de faire le tri? Ça, on ne sait pas encore. C'est une question de la cause ou de la conséquence, finalement. C'est voilà. pas la réponse, ça. Hein. Exactement, on n'a pas encore la réponse, mais du coup, voilà, ça peut expliquer que comme ils ne font pas le tri, il n'y a pas une information pertinente qui ressort, donc tout est jugé pertinent et ça explique les troubles par la suite. Très, très bien. Merci beaucoup, Christophe. Je peux me permettre peut-être de dire qu'il n'y a plus de questions posées. J'ai relayé, excusez-moi si je n'ai pas relayé toutes les questions exactement. J'ai essayé de les faire à peu près soit de manière thématique, soit celles qui m'ont semblé les plus saillantes, les plus intéressantes. Ce qui ne veut pas dire que le reste ne l'était pas du tout, mais voilà, il a fallu faire un tri. Je l'ai fait, je l'assume. Et en tout cas, est-ce que Christophe, on peut dire que donc on peut clore ce débat et remercier bien entendu nos conférenciers, Jade, Merio, merci beaucoup, c'était extrêmement clair. Brandon Tanguy également, et je m'excuse parce qu'il y a eu une erreur effectivement sur le programme, je crois le flyer, il y a eu une inversion entre votre nom et votre prénom, Brandon. Désolé pour cette erreur. J'ai l'habitude, tout le monde se trompe. Voilà, on n'a pas fait exception. Je n'ai pas échappé à la règle. Désolé, je m'excuse au nom de... Il n'y a aucun problème, aucun problème. Très bien. Merci encore, hein, c'était extrêmement clair, ça a été souligné par tout le monde et je crois que vraiment cette soirée était très intéressante grâce à vos interventions et aux questions aussi également posées par le public. Merci à tous, on va vous souhaiter une belle soirée, oui. Et à bientôt parce que donc, on espère que vous reviendrez encore pour d'autres éditions de la Semaine du Cerveau. Merci encore, merci à tous. Avec plaisir, merci. Bonne Merci soirée beaucoup à vous. Est-ce que vous nous permettez de mettre peut-être l'adresse mail de l'association Neuropsy? Bien entendu. Si les personnes ont des questions par la suite, voilà, où on n'a pas pu répondre à tout. Allez-y, c'est vrai. Après tout, c'est fait aussi pour mettre... voilà, Je le mets dans le chat. Voilà. Ouais. Qui est notre association départementale des Bouches-du-Rhône, des neuropsychologues. Voilà. Très bien, donc asso.neuropsy13@gmail.com. Voilà où vous joindre si besoin. Encore une fois, merci beaucoup.
Et, merci à vous, bonne soirée, bon très week-end. bonne soirée. Merci Christophe également pour la technique et cette gestion parfaite Oui. de chaque événement. Merci à toi. Merci à vous. Au revoir, Au bonne revoir, bonne soirée. soirée à tout le monde.